I thought we felt alive. So this is what it's like. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Juste pour vous prévenir que la session est enregistrée, donc voilà, sachez-le, et l'enregistrement démarre à l'instant. Je vais tout de suite donner la parole à Anne Riesen. Vous m'avez dit de me mettre là, je suis désolée de me mettre devant vous. Bonjour, je suis Anne Riesen, je suis le maire d'Archamps. Donc voilà, je suis aussi vice-présidente du SMAG. Je représente aussi aujourd'hui la communauté de communes du Genevois. Et je vais passer la parole à Philippe Dennecker, qui est directeur du SMAG et qui va vous expliquer un petit peu le rôle juridique du SMAG. Merci beaucoup, Madame Riesen. Monsieur de Viry est également présent au sein du comité syndical en tant que membre élu du syndicat mixte de l'aménagement du Genevois, qui est une collectivité qui gère les 80 hectares sur lesquels vous êtes. Alors là, vous êtes sur un bâtiment au sein d'une salle. Bienvenue à tous, merci à tous d'être là. On va faire court parce qu'on va tout de suite enchaîner. C'est une première pour nous, alors pas totalement en événement, pas totalement en organisation, mais c'est une première dans le sens où c'est la première fois où on ouvre au-delà des professionnels. Alors vous êtes tous des professionnels, mais on ouvre au-delà de nos entreprises et on est finalement dans une forme de grand public. Donc c'est une première, on est 200, une centaine en visio, une centaine, alors 60 dans cette salle et 40 dans la salle d'à côté. Donc c'est une première pour nous, première, on va dire réussie, ça c'est vous qui nous le direz à la fin surtout. Et si justement tout le monde est satisfait, on renouvellera ce type d'événement qui permet aux professionnels en général de se croiser, de discuter de sujets un peu transversaux. Alors là, c'est l'intelligence artificielle. Je vais laisser la place à nos experts, Richard, Colin, Jérôme et Étienne. Voilà. Donc ils se présenteront, ils auront l'occasion de développer, de faire le nécessaire par rapport à ça. Et bienvenue et bonne journée, j'espère. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais passer les micros, effectivement, à nos panélistes. Juste en termes de logistique, on va donc avoir un temps d'échange en grosseur, on va dire, avec des questions qu'on a un petit peu travaillées avec nos panélistes. Et à l'issue, le public qui est ici dans la salle, ceux qui sont également dans la salle juste à côté de nous et les gens qui sont en visio auront la possibilité de poser des questions. Donc dans les deux salles, il y a des micros qui circuleront, on alternera les prises de parole. Et puis pour les personnes qui sont en visio, ça va se passer avec le chat. C'est ma collègue Audrey Lecomte qui transmettra les différentes questions. Je propose, puisque Philippe vous a déjà très rapidement présenté, en tout cas, cité vos prénoms. Peut-être je propose que l'un après l'autre, Colin, si vous souhaitez pouvoir débuter, juste nous dire voilà, votre nom, vos prénoms, vos structures et pourquoi vous parlez de ChatGPT avec nous cet après-midi. Bonjour à tous et à tous, ça marche? Oui, ça marche. Donc Colin Bernet, à la base moi je suis physicien des particules, donc je reviens dans la région de Genève après 20 ans au CERN. Donc j'ai fondé une entreprise avec mon associé Fessal qui s'appelle Synapse. Et cette entreprise a pour but d'aider les autres entreprises à trouver de l'opportunité dans leurs données ou dans les données externes en utilisant l'intelligence artificielle et en gérant leurs données. Et je suis CTO chez Synapse. Merci beaucoup Colin. On va passer la parole à Étienne, peut-être on va... Allez, pas forcément faire dans l'ordre physique. Étienne Balit, je suis CTO dans une startup que vous avez pu voir peut-être le nom dans l'annonce, Stealth Startup. C'est pas le nom du tout. Donc c'est vraiment une startup qui est embryonnaire actuellement et on s'intéresse à la sécurité des modèles de langage comme ChatGPT. Et voilà, des annonces qui vont venir très très vite. Parfait, merci beaucoup Étienne. Jérôme, si vous voulez bien prendre la suite. Voilà, Jérôme Denomasi, donc je suis cofondateur d'une start-up qui est à Annecy qui s'appelle Fabric. Et on propose une solution et des solutions d'optimisation des services clients à base d'intelligence artificielle et surtout de compréhension du langage. Voilà, c'est pour ça qu'en partie je suis là aujourd'hui puisque c'est un peu mon cœur de métier. Bienvenue. Et enfin Richard, si vous voulez bien vous présenter à votre tour. Oui, bonjour à tous et à toutes. Richard Lemaire, je suis cofondateur de la solution qui s'appelle Niwa. C'est un outil de veille et d'intelligence économique multilingue qui, pour faire très court et pour introduire, fait ce que Google et ChatGPT ne font pas.
On aura l'occasion d'y revenir, indubitablement. Je me tourne alors pour vraiment rentrer dans le vif du sujet maintenant sur cette table ronde, ChatGPT, la révolution des usages et des possibles dans le monde professionnel. Peut-être je me tourne vers Jérôme pour un rappel, alors historique c'est peut-être un grand mot, en tout cas une remise un peu en perspective, en contexte de l'apparition de ce fameux ChatGPT, mais c'est pas la première IA qui sort sur le marché, donc voilà, si vous pouvez remettre tout ça un petit peu en perspective pour introduire. Donc peut-être en quelques mots, c'est vrai qu'on a, à mon avis, toutes les personnes qui sont ici ont entendu parler de ChatGPT. Ça a été un buzz assez exceptionnel en début d'année ou en fin d'année dernière. Vraiment que ça allait révolutionner tous les métiers, que les emplois allaient disparaître, etc. Alors il faut juste voir que l'IA, c'est quelque chose qui est assez vieux, hein, comme le machine learning, ça a 50 ans, 60 ans. Et il y a une dizaine d'années, on a déjà eu ce même buzz avec un retour de l'IA sur la compréhension du langage. Et moi, j'étais impliqué un peu dans ces sujets-là avec le Watson d'IBM qui avait gagné au jeu Jeopardy, donc question pour un champion. Et on s'était dit, ça y est, les ordinateurs comprennent, peuvent répondre à tout, etc. Et puis, on s'est rendu compte finalement que malgré tout ce buzz, ça a un peu fait plouf. Il y a eu pas mal de projets dans les entreprises, mais c'était des projets qui restaient très difficiles. Et on avait des IA qui étaient très spécialisées pour faire de l'analyse de sentiments, de la catégorisation, de l'image, etc. Et ce qui change aujourd'hui, finalement, c'est qu'on fait des modèles qu'on appelle les large language models, qui sont énormes en termes de quantité de données et qui sont capables de traiter tous ces sujets-là d'un coup, et en plus de générer du texte ou de l'image ou de la vidéo ou du son. Et cet aspect génératif est assez nouveau et promet vraiment des nouveaux usages. Voilà, on en reparlera peut-être. Il y a des sujets c'est très gourmand, voilà, ça coûte très cher de faire ces modèles, et il y a des sujets d'éthique qu'on abordera peut-être sur la fin. Mais voilà, c'est une évolution supplémentaire et il faut juste faire attention au buzz souvent qui dure un certain temps jusqu'à la prochaine technologie qui arrivera dans 3 mois et qui fera peut-être oublier ce qu'on a fait là. Et pourtant, il y a plein de choses très intéressantes à faire avec ces technologies. Voilà. Merci beaucoup Jérôme pour cette première mise en perspective un peu différentielle entre l'innovation techno et le buzz. Je me tourne maintenant vers Colin pour peut-être avoir quelques informations un peu plus techniques sur ce qu'est, alors ChatGPT certainement, l'IA peut-être un petit peu plus en général. Si là aussi vous pouvez nous expliquer, alors je sais qu'il y a un vrai effort de vulgarisation à faire parce que c'est des sujets un peu techniques. Donc voilà, Colin fait son max pour que ça soit le plus fluide pour tout le monde. Et vous n'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez rien. Donc d'abord l'IA, c'est quoi l'IA ? La façon dont on le voit actuellement, c'est souvent quand même du machine learning dont on parle. Et le machine learning, il consiste à prendre des données sous une certaine forme et on les fait passer dans une moulinette et on en sort des données sous une autre forme. Généralement, c'est des nombres. Donc si vous mettez une image de chat, vous pouvez sortir par exemple la probabilité que l'image soit celle d'un chat, par exemple. Donc on va sortir juste un chiffre. Donc, dans le cas d'un modèle de langage large, comme celui qui est utilisé dans ChatGPT, en fait, on va rentrer des mots et on va sortir des mots du modèle. Et ce modèle, il est entraîné en fait d'une manière qui est finalement assez simple, même si ça demande beaucoup de calculs. On va lui donner de très grosses quantités de texte. Je parle de centaines et de centaines de gigas ou de téras de données. Et en fait, on va lui apprendre à remplir des textes à trous. Donc, il doit simplement être capable de remplir les trous dans le texte. Donc, vous prenez du texte et puis, aléatoirement, vous allez lui masquer un mot ici. Et puis, vous allez lui dire, voilà, il faut que tu trouves le mot. Il va se tromper. S'il se trompe, il va s'améliorer dans cette tâche. Et au fur et à mesure, il est capable de remplir ces textes à trous. Donc, finalement, ces modèles de langage, à la base, c'est vraiment juste ça. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il soit capable de logique. Par exemple, si vous demandez au modèle de langage « cite-moi un outil et une couleur », il va vous dire « marteau rouge » comme n'importe quel humain. Et il va être capable de faire ça, en fait, pour n'importe quelle question que vous allez lui poser. Donc, soit il a la réponse à la question et il est hautement probable qu'il vous la donne, soit il n'a pas du tout la réponse, auquel cas, il va vous dire ce qui est le plus probable pour lui. Le chat mange la souris, le chien mange des croquettes, et ainsi de suite. Donc, il faut toujours se méfier de ces modèles de langage parce qu'ils fonctionnent de manière probabiliste par rapport à la somme de textes qu'ils ont pu ingérer auparavant. Merci pour ces relativement, enfin même très clair vu la complexité du sujet, bravo. Bravo, je vois personne lever la main, je pense que ce n'est pas le cas non plus derrière la visio. Donc ça permet de poser un petit peu le cadre.
Alors ensuite, comme on a beaucoup de gens parmi nous cet après-midi qui sont des entrepreneurs, hein, des gens dans le business, je me tourne à nouveau avec Jérôme en disant finalement, alors c'est sympa, on l'a peut-être tous utilisé un petit peu à titre privé ce chat GPT, mais au-delà de cet usage privé et un peu fun et didactique, quels sont quelques exemples, quelques grandes familles d'applications pour des affaires, pour le business, qui peuvent se faire aujourd'hui, qui sont potentiellement attendues demain? Alors, on pourrait y passer des heures. Mais néanmoins, on a pu voir que sur ces nouvelles technologies qui sont arrivées, c'est la génération de contenu qui a été très utilisée. Donc, générer des articles, générer des réponses à des sujets, donc vraiment générer des images aussi, hein, ça c'est beaucoup fait. Donc vraiment la génération de contenu qui n'a pas forcément une originalité ou une valeur très forte, mais parfois on sait qu'aujourd'hui on a besoin de générer beaucoup de contenu sur Internet, etc. Donc aujourd'hui c'est un usage. Après il y a la synthèse de documents, c'est-à-dire on va demander à ces outils de lire un ensemble de documents et d'en faire une synthèse pour avoir finalement en 2 paragraphes la synthèse. Ça peut, pour ceux qui sont à lire beaucoup de documentation, peut-être intéressant d'avoir une synthèse en 1 paragraphe et d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Après, il faut encore faire confiance en l'outil. Et puis en termes d'industrie, il y a toutes les industries, mais on a pas aussi parlé du médical. On parlera aussi de la recherche ou d'autres choses, hein, mais le médical, effectivement, on a énormément de documentation pour pouvoir faire un diagnostic ou en tout cas donner des possibilités de traitement par rapport à des médicaments. Donc c'est toujours possible. Après, il y a la confiance dans les outils, être un élément, quelque chose qui est validé pour être utilisé par les médecins, c'est très compliqué. Donc il faut faire attention entre les usages possibles, voilà, et puis ensuite la capacité à en faire quelque chose d'industriel et de sérieux au quotidien. Voilà, donc c'est génération de contenu, analyse de documents. On va rester sur le texte ici, puisque c'est le chat GPT, c'est vraiment du texte. Synthèse de documents, recherche, etc. Mais c'est très très varié. En informatique, on peut générer du code aussi, donc finalement, on n'a plus besoin de savoir coder. On a juste à demander à ChatGPT de faire le code. Ça marche pas toujours, mais c'est intéressant. Voilà. Je me permets de compléter un tout petit peu la question. Est-ce qu'on a une vague idée aujourd'hui d'un chiffre d'affaires ou d'un nombre d'usages business de ces outils d'IA? Ou je me tourne vers tous les 4 sur cette question. C'est très dur de dire un chiffre d'affaires, mais c'est utilisé dans plein de processus, mais c'est des petits bouts. Ça ne remplace pas tout, encore une fois, c'est on optimise des bouts de processus. D'accord, on est plus dans l'optimisation qu'un business complet. Étienne, ouais. Une analyse qui a été faite en interne chez IBM qui disait qu'il pourrait gagner potentiellement jusqu'à 1/3 de productivité supplémentaire sur tout ce qui était back-office. Donc beaucoup de traitement d'informations. Voilà, ça peut nous donner un élément de réponse. Intéressant pour l'entreprise qui est dans la tech comme ça, d'avoir ces éléments, effectivement. Parfait. Je me tourne maintenant vers Richard. On entend alors la lueur un peu des explications de Jérôme, hein, qu'on produit notamment du texte avec ces éléments, avec cette IA. On entend aussi parfois que ça peut être un outil sur de la veille. Et est-ce que concrètement, c'est effectivement ChatGPT ou d'autres outils un bon outil pour faire de la veille, pour automatiser de la veille? Je l'ai dit dans mon introduction. Je pense que dans une certaine mesure, non. En tout cas, il faut être très méfiant. Hein, on l'a dit tout à l'heure, il faut être très circonspect sur la confiance qu'on accorde aux réponses. Et surtout, on en parlera tout à l'heure, sur les données d'entrée. Par exemple, dans mon métier, la veille et l'intelligence économique, on cherche le renseignement très rare, voire unique. Et donc, d'utiliser des modèles qui sont basés sur de la grosse volumétrie pour pouvoir être efficace, c'est presque incohérent. On a un débat là-dessus. Néanmoins, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on interroge Google ou ChatGPT, parce que c'est plutôt ChatGPT aujourd'hui, en français, on va avoir des réponses avec du contenu en français. Pas de peau. Si mon concurrent est japonais et qu'il a publié en japonais, jamais je vais le capter. Et là, on a perdu parce qu'on va prendre des décisions, d'où la critique qu'on doit accorder à la réponse de ce genre d'outils. On va prendre décision sur une information par défaut qu'on n'a pas captée.
Ce qui est un des éléments dans l'intelligence artificielle qu'il faut mémoriser, et Colin pourra j'imagine, confirmer ou infirmer ou amender, c'est qu'une chose est très difficile pour l'informaticien et les algorithmes, c'est de dire ce qu'il n'y a pas. Et donc, cette absence d'information, quelquefois, est elle-même une information. Et donc, dans le métier de l'intelligence économique, où on doit prendre des décisions en tant qu'entrepreneur basées sur des renseignements qu'on capte à l'extérieur, le fait de savoir qu'il n'y a pas un type d'information est en soi une information valide. Mais ces modèles-là ne vont pas le donner. Voilà, donc il y a des limites. C'est un peu comme, j'en parlais ce matin à un ami très proche. Pour moi, ChatGPT, c'est un peu comme la lampe d'Aladin. On a le droit d'y croire, mais si on y croit, il faut surtout bien veiller à vérifier la réponse qu'on en obtient. Très important, à mon sens. Ok, donc j'en retiens voilà, on peut obtenir des résultats, mais à fiabiliser derrière si on veut vraiment pouvoir bâtir la stratégie, par exemple, de son business sur ce travail de veille. Exactement. Quand on capte un renseignement, la première des choses que va faire l'entrepreneur ou la personne qui a une décision à prendre, c'est de vérifier la confiance qu'il peut accorder dans ce renseignement. Alors ça, c'est très compliqué à faire avec ChatGPT, entre autres. Ok. Et je me toujours vers Richard. Autre fonction dont on entend souvent parler au travers de cette IA, c'est la fonction d'influence. Alors peut-être vous la définirez déjà rapidement. Et puis là aussi, même question, est-ce que si on veut exercer de l'influence dans son domaine d'activité, est-ce que cette IA, ce ChatGPT, c'est le bon outil ? Alors, certainement, la technologie sur laquelle est basée ChatGPT est un excellent outil. On en parlait avec Étienne tout à l'heure, juste avant pour la préparation de cette conférence. À partir du moment où on a un corpus de documents fiables, éventuellement des données internes, alors on va pouvoir générer du contenu de façon convaincante et volumétrique. Exemple, j'ai un nouveau produit, je vais montrer à mon prospect que c'est le meilleur produit du monde. Je vais me baser sur les documents que j'ai en interne, dans lesquels j'ai confiance, ou que j'ai capté, que j'ai validé, et je vais demander à un outil de type ChatGPT de me générer une histoire qui sera forcément crédible, puisque le contenu de base est vérifié et valide. Et là, au lieu d'avoir à faire un résumé qui va me prendre des heures et des heures, que je vais pouvoir même orienter, personnaliser en fonction du prospect. On parlait tout à l'heure de messages directement, WhatsApp ou autre, où là, on va pouvoir influencer positivement pour convaincre, par exemple, un prospect de nous acheter notre produit. A contrario, de l'influencer, de le convaincre pour lui dire que le produit de mon concurrent est moins bon. Pourquoi pas ? Voilà, donc ce genre d'outil, dans ce contexte, à mon avis, est une arme extrêmement valide. D'ailleurs, dans mon métier, on parle de guerre économique. Je n'hésite pas à prononcer ce mot, il n'est pas de moi d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a certains concurrents, des amis outre-Atlantique, qui utilisent ces techniques et l'utilisent beaucoup mieux que nous. Donc il ne faut pas hésiter. Il y a des outils, on est ici, on représente une partie des gens qui savent maîtriser ça. Testez-le, faites-le, vous allez voir, c'est très efficace. Donc pour l'influence, oui, ça peut être un très très bon outil. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même des limites aussi sur le volet influence? Ce que vous avez dit, c'est intéressant selon la source des données. Donc voilà, on peut imaginer que si on creuse un peu, il y a quand même des limites. Alors je l'ai dit de façon un peu cachée, mais il y a une question de confiance dans la donnée de départ. Donc dans les modèles les utilisations que propose ChatGPT, on ne sait pas où on va capter les données. Et on en parlait justement avec Étienne. La notion de fake news, dont tout le monde a entendu parler, est tout à fait relative. Ça dépend de quel côté du miroir vous vous placez. Si vous êtes de l'autre côté du miroir, la fake news change de côté. C'est mécanique. Et donc, il faut faire vraiment très, très attention par rapport à ce genre de choses pour ne pas avoir généré des éléments qui soient biaisés par la source, à l'insu de notre plein gré. Donc, je retiendrai, s'il y a une chose à retenir, c'est vérifier d'outils de type JATT si vous n'avez pas la maîtrise de la source. Merci beaucoup. Alors, on poursuit sur des éléments peut-être un petit peu plus techniques. Je me tourne vers Étienne. Là aussi, il y aura sans doute un effort de vulgarisation à faire. Parce que là, Richard nous a parlé d'un certain nombre d'usages possibles, intéressants, avec aussi un certain nombre de limites. Est-ce qu'il y a des moyens, des manières, des outils pour améliorer les fonctionnalités de l'IA, de ChatGPT en particulier? Je crois que vous vouliez nous parler notamment des plugins. Si vous pouvez redonner déjà peut-être une définition avant d'employer ce mot, et je vous laisse développer ensuite. Alors du coup, les AI plugins, c'est une des fonctionnalités les plus récentes dans notamment ChatGPT. C'est
en fait, l'utilisation d'outils que l'on donne pour étendre les capacités des modèles de langage. Ça vient du fait que ces modèles de langage, bien qu'ils aient été entraînés uniquement à continuer le texte qu'on leur a donné, ce qui émerge, c'est des fonctionnalités, une capacité à partir d'un exemple uniquement, de pouvoir reproduire une action, une tâche qui a été faite. Et notamment dans le cas d'outils, on peut lui décrire comment fonctionne un service web, et à partir de cette description, il va pouvoir utiliser ce service web. Bien sûr, il y a des problèmes de fiabilité, des fois ça ne fonctionne pas parfaitement, mais par exemple, il y a eu des démonstrations qui ont été faites pour utiliser un navigateur comme outil, ce qui va permettre, alors que le modèle, lui, n'a jamais été entraîné sur des données récentes, ça va permettre au modèle de décider que là, pour cette question, par exemple, parce que cette question, elle traite d'informations qui sont de 2023, de dire, eh ben, il faut que je fasse une recherche sur Google pour enrichir d'informations récentes le raisonnement qui va permettre justement de donner la réponse finale. Et donc, de cette façon, il va faire la recherche, récupérer les premiers résultats de Google qui vont être donnés en entrée, en supplément de la question, pour du coup générer la réponse qui sera avec des données qui cette fois-ci sont à jour. Donc ça, c'est vraiment un type d'outil, mais donc il y a un très grand nombre d'outils, et donc ça peut être de la recherche d'informations. Je pense que Colin en parlera un peu comment on peut faire ce type de modèle, d'outils. Et ça peut être également des actions. Donc, par exemple, une des démos qui a été faite, c'est de dire je veux faire une recette de cuisine, je veux que ChatGPT me propose une recette de cuisine avec tel ou tel ingrédient. Et donc, il va s'exécuter, proposer une recette, et on peut ensuite lui demander, parce qu'on a le plugin pour une application pour faire ses courses, de dire je voudrais générer une liste de courses dans cette application. Et du coup, le modèle de langage va pouvoir utiliser l'outil externe qui a été développé en fait par cette entreprise qui développe cette application de courses et générer dans l'application la liste des courses qui correspondent à la recette. Donc, il y a des choses en entrée, récupérer de l'information, mais également des choses en sortie, des actions sur le monde. Et cette combinaison, ça crée beaucoup d'opportunités, mais également des risques de sécurité. Je pense qu'on en parlera après. Très bien. Juste, je me permets de poursuivre un tout petit peu la question en rebondissant sur l'exemple que vous citiez avec les recettes de cuisine. Du coup, là, on est bien d'accord que c'est l'entreprise qui a développé ce plugin qui va capter la valeur, quelque part, si je me replace dans une question business, vis-à-vis d'un client, alors qui va être peut-être là le distributeur, le commerçant qui vend les produits alimentaires derrière. Ou pas. Donc là, c'est vraiment l'entreprise, l'application qui fait en fait, c'est un distributeur. Donc après, c'est un commerçant comme un autre, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise, finalement, elle va avoir potentiellement des nouveaux débouchés au travers de l'IA. L'interface, aujourd'hui, si on veut capter des utilisateurs qui viennent d'Internet, on va devoir faire une application mobile, on va devoir faire tout un système qui va nous permettre d'interagir avec les utilisateurs. Là, en fait, on va utiliser finalement ChatGPT comme une interface à notre business. Donc ça, c'est aussi une opportunité. C'est que tous les business qui traitent avec le monde réel, donc que ce soit des entreprises qui font de la logistique ou même de la fabrication, on pourrait potentiellement créer ce type de plugin et finalement s'interfacer avec l'intelligence artificielle de ChatGPT. Un des éléments que je n'ai pas mentionné, je pense que c'est intéressant comme complément,
Ces plugins, aujourd'hui, ils sont disponibles dans ChatGPT, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire par rapport à la littérature scientifique. Et en fait, d'autres modèles de langage, d'autres IA, vont pouvoir utiliser ce type de solution. Je pense qu'on parlait aussi de ça un petit peu. Il n'y a pas que ChatGPT, il y a beaucoup d'autres solutions. Voilà, les plugins sont aussi pertinents dans ce cas et souvent sont appelés outils. Donc, le terme plus générique, ça serait des outils ou des extensions. Merci. Moi, je retiens aussi que, du coup, tout à l'heure, vous citiez l'exemple de IBM, qui est quand même une entreprise dans la tech, qui fait pas mal, qui pourrait faire pas mal de chiffres avec l'IA. Là, vous nous citez des exemples où finalement, le métier de base d'un commerçant, d'un logisticien, il n'est pas forcément dans le numérique. Et néanmoins, il y a des applicatifs, il y a des possibilités d'augmenter son chiffre d'affaires, son taux de pénétration sur un marché grâce à ces outils-là. Donc je retiens que ça s'adresse à un scope peut-être d'entreprise plus large, je ne veux pas dire peut-être pas toutes les entreprises, mais en tout cas plus large que ce à quoi on pourrait intuitivement penser. Merci pour ces éléments. Je me tourne maintenant à nouveau vers Colin, qui souhaitait alors compléter, qui avait peut-être une image, si on peut la projeter, avec en fait les possibilités d'utiliser ChatGPT ou encore une fois d'autres modèles d'IA à partir de données privées. Ça a commencé à être un petit peu évoqué. Voilà, est-ce que là-dessus, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, je rebondis complètement sur ce que disait Richard tout à l'heure et ce qu'ont dit également les autres. Hein. C'est si vous avez le contrôle sur les données d'entrée du modèle, vous pouvez avoir beaucoup plus confiance dans ChatGPT. Je voudrais aussi, avant de commencer cette explication, souligner que finalement, ChatGPT va parfois se tromper, vous induire en erreur, mais est-ce que c'est pas ce que fait un humain aussi ? Parfois, l'humain, lui aussi, se trompe et peut vous induire en erreur, même volontairement. Au moins, ChatGPT ne fait pas ça. Donc, l'intelligence artificielle, il ne faut pas la juger à l'aune de la perfection, mais des performances de l'humain. Par exemple, pour la détection de tumeurs sur des radios, on peut utiliser de l'intelligence artificielle qui fait de la vision, qui va détecter les tumeurs, et on utilise, pour juger de la performance de ce système-là, toute une équipe de radiologues qui vont se dire est-ce que finalement il y a quelque chose ou pas. On attend, on voit s'il y avait vraiment quelque chose ou pas. Et on peut comme ça se dire le système il est plus performant qu'un humain ou pas. Et après on va l'utiliser ce système, mais il ne faut jamais lui déléguer la responsabilité. C'est-à-dire c'est l'utilisateur qui est responsable. Et c'est pareil pour ChatGPT, je pense. Si vous l'utilisez, vous devez garder la responsabilité. Et si vous n'avez pas les connaissances pour avoir la responsabilité, alors peut-être que vous ne posez pas des questions qui sont adaptées. Voilà. Donc ici, je voulais vous expliquer un système qui est un petit peu à la base du traitement du langage. Donc vous voyez un échantillon de points. Et en fait, ces points, c'est la sortie d'un réseau de neurones deep learning, d'un modèle de langage. Donc en fait, chacun de ces points représente un email. Et les emails qui traitent du même sujet sont finalement groupés dans un même cluster. Vous voyez qu'on a des clusters comme ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça s'appelle une vectorisation ou un embedding. Et vous pouvez déjà faire quelque chose sans ChatGPT dans une entreprise avec ça. Par exemple, si vous voulez vous avez un email qui arrive et vous voulez trouver tous les emails similaires qui parlent à peu près de la même chose. Et bien, ils vont être au voisinage de l'email du point que vous êtes en train de considérer. Vous pouvez aussi mettre des systèmes de classification pour traiter, ça c'est un email qui doit aller à la compta, ça c'est un email qui doit aller à tel endroit, ça c'est un email, c'est du spam. Donc on peut utiliser ce genre d'embedding dans des systèmes qui ne sont pas ChatGPT. Maintenant, quand on veut utiliser ChatGPT sur des données privées, vous pouvez vous demander comment vous faites, parce que vous avez peut-être tous utilisé ChatGPT. Alors vous savez que je mets mes données là-dedans, hein, c'est pas évident. Donc une solution consiste à mettre ces données dans le prompt. Par exemple, si vous pouvez tester en rentrant chez vous, prenez votre CV, vous le mettez dans le prompt de ChatGPT, vous dites « voici mon CV, à partir de maintenant, tu dois répondre uniquement sur la base de ce que je t'ai donné comme information, tu n'as pas le droit de chercher ailleurs ». Et vous allez lui poser des questions sur vous et il va pouvoir vous répondre sur tous les points de votre CV, vous le résumez, vous donnez les mots-clés, etc., etc. Donc vous pouvez faire ça et vous allez voir que ça marche très bien. Après, vous pouvez demander qui est Emmanuel Macron, il va dans un premier temps vous répondre. Et là, vous lui dites, non, je t'ai dit, tu réponds uniquement sur la base des documents que je t'ai donnés. Et après, il ne va plus vous répondre quand vous posez une question qui n'a rien à voir.
Donc avec ce genre de technique, en écrivant un prompt comme ça à la main, vous pouvez faire l'expérience. Vous allez avoir des réponses qui sont vraiment fiables sur la base de vos données privées. Alors après, si vous avez une base documentaire avec 10 000 documents, des centaines de milliers de pages, comment vous faites? Vous n'allez pas mettre tous vos documents dans votre prompt, c'est-à-dire dans ce que vous écrivez avant de poser votre question finalement. Ça coûterait extrêmement cher, ça serait très pénible à faire et ça prendrait beaucoup de temps. Donc on va utiliser un système comme ça. Donc supposons qu'un utilisateur pose une question, donc vous posez votre question qui est une base documentaire, voilà, qui est Colin Bernet par exemple, et c'est moi. Et donc dans la base documentaire de mon entreprise, il y a plein de documents qui n'ont rien à voir avec moi. Mais la question, on peut la vectoriser et la trouver sous la forme de la petite étoile qui est là, et on va aller chercher tous les documents qui sont au voisinage de cette petite étoile, qui se rapportent sémantiquement à la question que je viens de poser. Et je vais prendre uniquement ces documents-là pour mettre dans le prompt. Et donc, quand je vais utiliser ChatGPT, il va pouvoir me répondre sur la base de ces fragments d'informations que je lui ai donnés, une toute petite partie de ma base documentaire. Donc, grosso modo, ça marche comme ça. Juste pour qu'on comprenne bien, moi je me permets une précision. Quand vous dites on utilise une intelligence artificielle pour finalement pré-synthétiser la masse documentaire dont on va disposer sous forme comme ça d'un cluster, d'une étoile, ça c'est déjà ChatGPT qui va le faire ou on va devoir utiliser un autre outil? Alors c'est un autre outil, donc on peut utiliser différents outils pour faire ce type d'embedding. Donc OpenAI fait ce genre de choses, mais il existe aussi d'autres techniques, notamment il existe une entreprise qui s'appelle Hugging Face qui travaille beaucoup dans les modèles de machine learning open source et qui fournit des systèmes qui sont capables de faire ça très bien également, sans qu'on ait besoin de partager l'intégralité de sa base documentaire avec OpenAI. Parce que pour obtenir ces points, il va falloir que vous envoyiez tous vos documents dans un modèle de machine learning. Donc si vous les envoyez à OpenAI, ça pose quand même problème. Et je pense que Étienne va revenir sur cette partie du caractère privé des données qu'on va partager avec ces modèles. Merci. Alors effectivement, on y reviendra un petit peu après. On va revenir alors sur d'autres, on navigue un petit peu, mais sur des usages plutôt business, avec un applicatif sur lequel aussi on n'est pas encore rentré, mais on se dit qu'il y a de une vraie potentialité sur l'IA. C'est la question de la relation, la question de la relation client. Voilà, j'y arrive, puisque là aussi on se dit qu'il y a des vrais sujets, des vraies opportunités d'affaires sur cette question-là, et c'est Jérôme qui nous en parle un peu plus en détail. Alors oui, la relation client, le service client, les relations qu'on a à ce moment-là, il y a des vrais sujets. Alors c'est vrai que la catégorisation des emails ou des messages qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on fait depuis un certain temps et qui se fait maintenant peut-être plus facilement qu'avant. Et c'est très utile pour organiser le travail quand vous recevez 100, 200, 1000 messages par jour. Nous, on a des clients qui reçoivent 1000 mails par jour. Donc on a besoin de faire ce travail. Et optimiser ces processus de service client peut venir avec les nouvelles technologies de différentes manières. Il y a des choses qu'on peut faire, puis des choses qu'on ne va pas faire avec ces technos. C'est intéressant peut-être de les voir. La première, une des premières choses, c'est d'éviter d'impliquer le service client quand les clients ont des questions. Et donc, dans les sites web, on a fait des FAQ interminables, etc. Mais finalement, personne ne les lit. Et puis, voilà. Donc, utiliser exactement ce que vient de dire Colin, c'est-à-dire de pouvoir charger votre base de connaissances en brut. Voilà, tout ce que vous voulez pouvoir être utilisé par vos clients pour trouver l'information, vous allez le charger et les clients vont pouvoir poser des questions sur votre site ou sur un chat. Et on va faire exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire on va aller regarder ce qui est pertinent dans la base de connaissances par rapport à la question. On va envoyer ça ensuite à un équivalent de ChatGPT ou un ChatGPT qui va générer la réponse qui sera exclusivement sur votre base de connaissances et répondre à vos clients. Vous n'avez plus à faire de FAQ, vous n'avez plus à rien faire. Et ça, c'est très performant. Et ça permet d'avoir des gains de productivité en évitant de mobiliser un humain sur des questions souvent un peu pénibles, parce que c'est toujours les mêmes, etc. Voilà, ça, c'est un vrai cas d'usage très concret. Ce qu'on ne va pas faire, par exemple, pour changer, c'est quand vous avez des personnes qui répondent aux différents messages au quotidien, à chaque fois qu'il y a un mail, on ne va pas demander à ChatGPT de générer la réponse. Alors, on peut très bien le faire, mais ça n'a aucun intérêt, c'est lent,
Et ça coûte de l'argent à chaque fois, alors qu'ils ont toujours des réponses types qui sont toujours les mêmes, etc. Donc il ne faut pas utiliser pour utiliser ces systèmes parce que c'est fun ou parce qu'on trouve que c'est intéressant. Voilà, ça, on ne va pas faire ce genre de choses. Ou votre interface de logiciel de service client, on ne va pas la faire uniquement en prompt où vous allez juste, tiens, ben, génère-moi une réponse, classifie-moi ce message de telle manière. On ne va pas parler on va pas écrire à un logiciel en permanence. On a déjà essayé, mais c'est vraiment pas pratique du tout. C'est plus facile de cliquer sur des boutons, c'est plus efficace. Imaginez dans Excel, toujours devoir écrire, mets en gras la colonne C4, c'est plus facile d'aller sur la colonne et de cliquer. Donc attention non plus au surusage du langage dans l'usage. Voilà, et dans le service client aussi, on essaie d'aller vite, on essaie d'être efficace. Et un autre usage dont je peux parler, c'est on parle génération de langage, on parle souvent de la génération de texte, on a parlé de code, mais parfois c'est simplement extraire de la donnée dans un format compréhensible par un autre outil qui va vouloir l'utiliser. On travaille pas mal aussi dans le B2B, donc beaucoup dans les demandes de devis. Voilà, faites-moi un devis ou avec 3 produits de tel type, 2 de celui-là, 5 de celui-là. Ben, en fait, en lisant ça, automatiquement, on va être capable d'extraire les quantités et les descriptions de produits ou les références dans un format qui soit utilisable par un logiciel informatique, par exemple, pour pouvoir aller le mettre dans un logiciel de commande ou de devis. Et donc, finalement, l'humain n'a plus à recopier, etc. Il va beaucoup plus vite dans son traitement, même s'il valide toujours. Et ça, c'est très important. Tu disais qu'il faut toujours que l'humain garde le contrôle. Et même si on est très geek tous les quatre, on est vraiment, je pense, là-dedans. Il ne faut pas trop automatiser non plus les choses et garder un contrôle. Voilà. Mais les cas d'usage, c'est souvent des petites automatisations dans les processus. Et donc, il faut souvent voir où est-ce que vous avez des besoins ou des choses rébarbatives, des sujets. Voilà. Et c'est ça qu'on va travailler pour libérer du temps qualitatif pour les humains. Voilà. Je rebondis sur votre réponse et puis sur une remarque que faisait Colin tout à l'heure, justement, sur le taux de fiabilité. Vous dites, voilà, il faut que l'humain contrôle in fine. Colin, vous disiez tout à l'heure, il faut rapprocher aussi la fiabilité de l'IA avec la fiabilité de l'humain. Est-ce que là-dessus, vous avez des données sur la relation client? Est-ce que finalement, aujourd'hui, là, en 2023, l'IA est plus fiable, moins fiable que l'humain? Vous allez me dire, ça dépend de l'IA et ça dépend de l'humain, peut-être, mais... Exactement, mais disons que sur de la catégorisation d'emails, entraîné sur des types d'emails de type relation client, de service e-commerce ou autre, on arrive rapidement, à des taux de confiance 80-90%, on a un peu arrivé à ce niveau-là, mais il y a toujours des erreurs, etc. Mais c'est plutôt bon sur l'image, sur la reconnaissance de mélanome ou autre sur la peau, l'IA est bien meilleure que l'humain, que les dermatologues, c'est clair, quoi. Ouais. Meilleur que les dermatologues. Ouais. Et par rapport aux gens qui habituellement traitaient les emails des services clients, vous avez un... Ouais, je pense que vous dites, on a un taux de réussite qui est autour de 80-90%. Et pour l'humain, vous avez une idée non, l'humain, il va aussi plus lentement, donc... oui, de toute façon, c'est lui qui corrige à la fin. Donc, on se trompe rarement quand on lit un email de service client. Mais dès qu'on a, je ne sais pas, dans un email, on peut avoir plusieurs questions. Voilà, c'est plus brouillé. Il peut y avoir du bruit. Il y a du bruit dans les emails. Il y a des signatures, il y a ce genre de choses. Donc, il faut tout nettoyer. Enfin, il y a pas mal de choses. Et donc, on peut avoir un peu de perte de qualité. Très bien. Merci. Autre exemple donc de cas concret, on va dire, d'usage de cette IA dans les entreprises, dans le business. Je me retourne à nouveau vers Richard sur un autre cas d'usage sur lesquels il y a une vraie plus-value, selon vous, a priori, à utiliser ChatGPT et l'intelligence artificielle. Alors, vous avez dit tout à l'heure sur la question de la veille, oui, mais il y a des limites. Sur l'influence, c'était un oui un petit peu plus franc, mais toujours avec des limites. Et là, c'était la question, quand on a préparé cette table ronde, on m'avait dit, il y a le travail de synthèse sur les métadonnées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus et en quoi, là aussi, il y a des opportunités d'affaires pour de repenser des modèles économiques pour certaines activités? Oui, alors économique en particulier, mais pas que. Effectivement, j'ai déjà un peu effleuré le sujet tout à l'heure, où quand on a des données internes sur un nouveau produit et qu'on va vouloir proposer à un prospect ou un client de tester ce produit, on va essayer de lui donner confiance. Et donc, on va lui générer un texte
qui va reprendre son cas d'usage avec les caractéristiques du produit, de telle sorte qu'il se reconnaisse dans le message qu'il va recevoir et qu'il va dire à la fin, oui, c'est pour moi, je décroche mon téléphone et je dis, oui, je veux bien essayer votre produit. Donc dans ces cas d'usage-là, c'est très efficace. Autre cas d'usage, on l'a dit avec Colin tout à l'heure, hein, le même système que son visuel. Si je donne un outil d'intelligence artificielle, le descriptif de mes clients, mettons que j'en ai 10, on éduque donc le système sur le profil de ses clients, et on va demander un système comme ce qu'on a fait avec Nua ou un autre, et on va scruter le web, et à chaque fois qu'on va trouver quelque chose qui va se retrouver, si on peut remontrer l'image éventuellement, si on va trouver un site web qui va être voisin de ce qu'on a capté dans ce qu'on connaît de nos clients, alors il y a de grandes chances pour que ce soit un prospect que je ne connais pas. Donc là, dans l'aspect économique, gagner des prospects avec peu d'efforts, il y en a un petit peu, il faudra vérifier le site web, effectivement, c'est pour nous, c'est pas pour nous. Je fabrique des tubes, mais finalement les tubes sont trop gros ou sont trop petits, peu importe. Et l'humain va pouvoir avoir une shortlist de prospects qui vont être triés par ordre décroissant de pertinence par rapport à ce que je veux faire. Donc il y a des tas de champs d'application possibles. J'aurais insisté que Colin l'a dit, hein, et on l'a répété, on le répétera, je pense, de nombreuses fois, vérifier. Le système n'est pas plus parfait que nous. J'ai utilisé l'expression de la lampe d'Aladin. Il faut vérifier pour valider. C'est très important. Les personnes qui considèrent qu'on va faire et qu'on va envoyer et qui ne vont plus rien faire prennent de gros risques. On est d'accord, je pense, là-dessus. Donc il y a toujours une marge d'erreur. Dans mon métier de l'intelligence économique, on a souvent l'occasion de recevoir sur ces emails des newsletters. Dans les newsletters, il y a peut-être 1 ou 2 articles qui sont pertinents. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Tu demandais tout à l'heure au niveau de la fiabilité, c'est pareil. Dans nos systèmes d'intelligence économique, on inverse la proportion. C'est-à-dire qu'il y a 90, souvent, voire 95% du contenu de la dite newsletter qui est pertinent par rapport à la personne. C'est-à-dire qu'on a éduqué le système pour répondre à Étienne ou à Fabrice ou à Richard. Et la réponse que je vais recevoir n'est pas la même que celle de Anne qui est dans mon équipe. Donc ça, c'est très important. Dans une entité, que ce soit une entité d'administration publique ou une entité privée, une entreprise, on n'a pas besoin des mêmes renseignements pour répondre et prendre la décision qu'on a à prendre. Et donc, il n'y a aucune raison de recevoir un message standardisé. D'où les systèmes qu'on vous a montrés ici. Très important de pouvoir avoir une réponse qui soit au plus proche de ce que la personne va pouvoir utiliser in fine. Je pense. Pour aller un peu plus loin, merci pour ces éléments. Très concrètement, vous citiez l'exemple de la newsletter, ou des newsletters. Est-ce qu'on peut facilement et pratiquement, dans une entreprise, utiliser ChatGPT ou nous conseiller une autre IA pour faire le tri des articles qu'on reçoit, tous peut-être 2, 5, 10, 20 newsletters par jour? Alors, très compliqué. Je pense qu'Étienne en reparlera après. C'est possible. Mais on a un système qui est prééduqué. C'est un petit peu comme un petit enfant qui apprend une langue. On en parlait tout à l'heure. Si j'ai appris le français quand j'étais petit, pour apprendre une nouvelle langue, il y a de fortes chances pour que je parle la nouvelle langue, l'anglais par exemple. Je pourrais continuer en anglais, mais je vais avoir un fort accent français. Et donc on va toujours être emprunt de ce modèle de base qui va me mettre une espèce d'empreinte de fond qui va ressortir. Donc pour la modifier, il faut avoir beaucoup d'entraînement. L'idéal, ce serait de partir d'un système tel que fait Étienne ou tel qu'on fait nous, c'est-à-dire un système éduqué presque ex nihilo, typiquement sur mes documents à moi. On en a parlé tout à l'heure, mais là, pour des systèmes comme ChatGPT, il faut envoyer ces données à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors là, la question de la confiance n'est pas au niveau de la réponse, c'est au niveau de l'entrée. Est-ce que j'accepte de donner mes secrets à quelqu'un que je ne connais pas ? Et qui d'ailleurs va l'utiliser pour les autres. Il ne va pas vous demander votre avis. Vous l'avez signé quand vous avez pris la licence. Hein. Donc méfiance par rapport à ça. Hein. C'est un sujet qu'Étienne a à cœur. Quand on est sobre en sortie, on est sobre en entrée. Un peu comme goût de vin. On ne va pas boire toute la bouteille pour dire que la bouteille était mauvaise. Trop tard. Merci de l'exemple. Ça fait parfaitement lien, évidemment, avec le propos d'Étienne. Ensuite, la question de la sécurité des données qu'on va transmettre, parce qu'on a dit, finalement, si on veut, je le fais vulgariser là encore, hein, si on veut avoir des données fiables, obtenir des données fiables,
il faut partir de données fiables, donc de données propres. Et du coup, quel est le risque? Est-ce que c'est sûr d'envoyer ces données à ChatGPT ou à d'autres, encore une fois, hein, même si c'est le plus connu, Étienne? Donc oui, c'est un peu la réponse, c'est un peu dans La question. dans la question. Oui, il faut être au courant déjà que les données sont envoyées aujourd'hui donc à ChatGPT, mais également dans les applications qui sont un peu partout où ils ont intégré des capacités d'IA et en fait c'est derrière l'API le service d'OpenAI. Ou un autre. Mais généralement, c'est des services externes. Donc la donnée, elle part et on n'a pas forcément le contrôle. Comme le disait Richard, parfois on a même des entreprises qui vont réentraîner sur ces données, ce qui peut créer un risque de fuite. C'est-à-dire que dans une réponse, une autre personne, on pourrait avoir ce type d'information qui ressurgit. Et donc ça, c'est un élément qui nécessite justement de regarder. À la fois, donc, il y a des modèles qui vont être fournis par des entreprises qui vont avoir différents types de règles liées à la confidentialité. Est-ce que je réentraîne ou est-ce que je ne réentraîne pas sur des données que m'ont envoyées mes clients? Voilà, ça c'est une des choses qui peut être mise en place. Mais également de pouvoir utiliser d'autres modèles qui peuvent être utilisés en local ou chez un hébergeur de confiance. Et ces modèles, aujourd'hui, ils sont développés par des laboratoires de recherche, par des entreprises également, qui les mettent en open source pour une partie. Ils sont encore si on prend la moyenne sur toutes les tâches qu'on peut donner à ChatGPT, ils sont encore un peu plus faibles, mais pour un grand nombre de tâches, ils sont utilisables en tant que tels. Donc avec ces modèles, donc on a la donnée qui reste en local, mais comme je vous ai dit, une des façons d'augmenter les capacités des modèles, ça va être de leur fournir l'accès à des outils et notamment au fait de pouvoir aller chercher de l'information ailleurs et de pouvoir exécuter des actions. Et ça introduit également des risques de sécurité, puisque quand on récupère la donnée à l'extérieur, on peut être sur des sources de données où on n'a pas le plein contrôle. Et notamment, il y a un type d'attaque qui s'appelle l'injection de prompt. L'idée, ça va être que dans un des textes qu'on va recevoir d'une source externe, une personne pourrait avoir mis un texte qui va faire changer de comportement du modèle de langage. Typiquement, Bing, vous avez peut-être entendu parler de Bing Chat, qui est du coup le chatbot de Microsoft. Il y a eu pas mal de bruit autour du fait qu'il se comportait de façon méchante, toxique. En fait, on a pu retracer qu'il y avait du texte qui était récupéré, parce que Bing Chat utilise des données qui viennent de l'index de Bing, et pas uniquement le modèle de langage. Et du coup, dans ces phrases, il y avait justement une attaque qui faisait que on disait au bot de changer de comportement et d'être plus agressif. Voilà. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, il y a énormément de possibilités, mais il va y avoir également à développer tout un système de sécurisation qui vont avec ces possibilités. Et à deux niveaux, du coup, si je comprends. Le niveau qu'évoquait Richard tout à l'heure, la fiabilité finalement de la source, ce que vous venez d'évoquer, et puis également la fiabilité de l'outil vers lequel je transmets mes données, quand bien même elles seraient déjà fiables, quoi. C'est vraiment ces deux paramètres qui sont à prendre en compte. C'est ça exactement. Le pire cas, ça va être si on a un outil, par exemple, on a donné accès à des outils internes à notre chatbot pour envoyer des mails.
ou pour synthétiser des mails. Et on a également donné accès à des outils pour aller récupérer de l'information de l'extérieur. Là, on pourrait avoir une attaque qui va faire qu'on donne accès finalement à nos mails par le biais du chatbot. Voilà, c'est ce type de choses qu'il faut sécuriser. Et est-ce qu'il existe des sortes d'antivirus? Alors, je parle de langage informatique un peu Alors, ancien, non, mais l'équivalent sur ce type d'outil ou pas du tout? Alors, pas encore. C'est pour ça que c'est un champ, justement, de la sécurité et les modèles de langage. C'est vraiment un champ nouveau. Et voilà, d'où l'intérêt qu'on y porte. Alors, merci. Pour compléter toujours un petit peu sur ce sujet de la sécurité, je me tourne à nouveau vers Colin. Alors, Étienne a commencé à le dire un petit peu, mais voilà, on voit qu'il y a quelques failles, on va dire, de sécurité avec un certain nombre d'outils. Est-ce que vous pourriez développer sur les alternatives possibles pour continuer d'utiliser l'IA, mais en réduisant ou annihilant, je ne sais pas si c'est possible, les risques? Oui, alors dans une certaine mesure, comme je vous le disais tout à l'heure sur ce concept d'embedding, c'est-à-dire de transformation du texte en nombre, eh ben on peut faire ça chez soi à la maison avec un modèle qu'on a téléchargé par exemple sur Hugging Face. Donc ce modèle s'appelle un transformer. On peut le récupérer et le faire tourner sur ses propres machines par exemple ou dans son propre cloud privé. Sur un ordi de salon, ça fonctionne ou faut un peu plus Oui, costaud? oui, ça fonctionnerait. Fonctionnerait. Alors après, ça prend un petit peu plus de temps que si on a un GPU, une carte graphique. C'est là où on fait tourner les modèles de deep learning pour qu'ils aillent vite. Mais on peut tout à fait le faire sur un processeur standard. Et d'ailleurs, dans le cloud, on peut avoir comme stratégie de développer toute une flotte de processeurs standards pour faire ça, plutôt que d'utiliser un GPU. Ça peut être une technique. Donc, ça, c'est une possibilité, donc de faire par exemple son embedding chez soi. Après, une fois qu'on a l'embedding et qu'on pose la question, là, on veut utiliser le chatbot. Donc, on va devoir, quelque part, envoyer quand même des informations, par exemple à ChatGPT, pour pouvoir faire en sorte qu'il nous réponde. Donc, on va envoyer des fragments de sa base de connaissances vers ChatGPT. Donc là, comme le disait aussi tout à l'heure Étienne, je crois que tu l'as mentionné, on peut utiliser d'autres modèles de langage, dont des modèles qui sont plus économes, par exemple le modèle Llama ou des dérivés de ce modèle-là, qui peuvent tourner même sur un MacBook. Donc ce modèle vient de Facebook, il est sorti de Facebook, il a été recodé par quelqu'un de façon à ce qu'il tourne, qu'il soit très efficace, qu'il puisse tourner sur un processeur classique, et on peut le faire tourner sur son ordinateur portable. Et donc, en fait, quand vous faites ça, vous n'avez plus besoin de l'accès à Internet. Vous pouvez chatter avec votre base de connaissances sans être du tout connecté à Internet, c'est possible. Mais pour d'autres usages, comme le disait Étienne tout à l'heure, si vous voulez par exemple travailler avec des sites web, donc vous voulez mettre une interface dans votre chatbot qui va aller chercher de l'information à l'extérieur, ben là, vous introduisez des risques de facto. Et si je reviens sur ce modèle d'internalisation, je le dirais comme ça, en fait, pour limiter les risques, concrètement, ça s'adresse potentiellement à quel type d'entreprise? Est-ce qu'il faut déjà être une grande entreprise informatique style IBM ou on peut être une moyenne entreprise toute petite? Je pense pas du tout. Par exemple, nous, on est 12 chez Synapse, donc on a comme spécialité, par exemple, de faire des diagnostics data IA pour les entreprises. Et là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un système qui nous permettrait de faire finalement des pré-diagnostics et de les générer automatiquement avec ChatGPT sur la base de nos connaissances internes. Et donc de ce qu'on a déjà fait. Donc vous voyez, on est capable de le mettre en place. Alors après, bon, c'est vrai qu'on connaît le système, mais moi je pense à par exemple des cabinets d'avocats qui vont traiter beaucoup de documents techniques. Ça serait, je pense, une grande aide pour eux de pouvoir avoir accès au texte de loi automatiquement, pouvoir poser des questions, récupérer. Alors oui, je me rappelle vaguement d'un truc, c'est dans quel article? Alors il pourrait nous ressortir, quand on commence à faire du chat avec sa base de connaissances, on peut même avoir les sources, c'est-à-dire on peut avoir la réponse avec source, le lien, et on peut aller voir et vérifier comme ça. Donc je pense que oui, des juristes, des développeurs utilisent ce genre de technologie aussi. Donc à mon avis, il y a presque toute entreprise peut vraiment bénéficier énormément de ce genre de technique. D'accord. Y compris à des niveaux de taille relativement modestes. Oui, je pense. On n'a pas besoin d'être déjà une boîte avec des millions et des millions de chiffres d'affaires pour pouvoir se payer ce type d'outils en interne. Oui, je pense que c'est possible. Ok, qu'à méditer. Étienne, vous voulez compléter? Ouais. Oui, tout à fait. C'est des modèles qui, aujourd'hui, donc,
Llama, en l'occurrence, c'est compliqué de l'utiliser pour des raisons de licence, mais il y a d'autres modèles qui vont avoir des licences qui permettent de les utiliser et qui sont gratuits. Alors, par contre, il y a forcément des coûts de calcul, il y a toute une mise en place technique pour qu'on ait une bonne efficacité. Et une des difficultés, c'est vraiment que pour l'instant, les performances générales sont un peu plus faibles que ChatGPT, et encore plus avec la version 4 de ChatGPT qui a vraiment un gain de performance assez notable. Et donc, il y a une notion de suivi en fait, des différentes tâches que l'on utilise dans l'entreprise, qui va être très importante pour pouvoir justement voir quelles sont les tâches qui peuvent être faites complètement en interne, quelles sont les tâches qui doivent absolument être faites en interne pour des raisons de confidentialité, et suivre ça au cours du temps, puisque ces modèles, ils évoluent énormément. On est encore dans un milieu vraiment très jeune, et voilà, pour vous dire, Llama, c'était il y a 3 mois, et depuis, il y a eu des gains de performance assez notables, et on commence à frôler les performances de ChatGPT, donc la version 3.5, sur des choses qu'on peut faire tourner en local. Nous, on expérimente beaucoup avec ce genre de modèle, et voilà, c'est vraiment très intéressant pour un grand nombre d'entreprises, avec probablement de l'assistance pour mettre en place ces solutions dans l'entreprise, et avec les données de l'entreprise qui peuvent être intégrés au chatbot. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que les solutions complètement internes, les autres modèles ont encore une performance qui est plus mauvaise, mais comme l'a dit le PDG de Google, en fait maintenant le problème c'est qu'ils ont plus de we have no moat, il a dit. Donc on n'a plus de barrière de sécurité, on n'a plus de chasse gardée, et en fait leur peur c'est l'open source. Et c'est le cas d'OpenAI aussi. OpenAI, ils ont sorti DALL-E, qui était un système qui permet de générer des images. Ils se sont fait piquer le truc par Midjourney un petit peu. Stable Diffusion est sorti, etc. Maintenant, Midjourney devient payant. Il y a Blue Willow qui sort, qui est gratuit. Tac, tac, tac. Et puis, en fait, de plus en plus, il y a des entreprises qui vont se baser sur des modèles open source. Et ces modèles open source, ils sont vraiment sur une trajectoire explosive. Donc, en fait, là, on est en train de parler de possibilités pour cette année, l'année prochaine. Hein. Et je pense que... Juste un petit complément, parce que on a l'impression de dire qu'il ne faut plus utiliser les données, les API externes. Voilà, je pense qu'il faut faire aussi attention à ça, c'est-à-dire que vous avez un CRM, c'est Salesforce, vous avez votre ERP, c'est Dynamics, vous avez vos mails, c'est Office 365. Je pense qu'il ne faut pas arrêter d'utiliser les outils en ligne. Ce n'est pas parce que c'est des modèles d'IA qu'il faut arrêter. Il faut surtout bien voir les conditions d'utilisation, les conditions de data privacy, excusez-moi, c'est en anglais, et de voir si elles sont correctes, et elles sont justes, et qu'on ne va pas réutiliser vos données, etc. Et que l'entreprise ensuite soit suffisamment robuste pour se sécuriser. Si vous avez des données qui ont des documents très confidentiels, etc., vous avez plus de chances de vous les faire piquer dans votre informatique interne que si c'est chez Microsoft. Ils sont bien plus sécurisés que vous. Donc voilà, je pense qu'il faut juste mettre un bémol sur ce fait que c'est pas parce que c'est... Alors, ChatGPT, les conditions d'utilisation sont absolument dramatiques, puisque vous acceptez de donner vos données. C'est écrit en gros, et d'ailleurs tous les pays européens ont émis une réserve RGPD à OpenAI pour qu'ils changent un peu ça. Mais si vous utilisez l'API d'OpenAI, on n'a pas les mêmes conditions d'utilisation, d'accord, mais c'est plus pour les développeurs, c'est moins à l'usage, etc. Donc voilà, l'important c'est de bien lire les petites lignes sur l'usage des données, c'est très important. Voilà, donc et oui, vos données peuvent être réutilisées pour entraîner des modèles, ou vous pouvez l'interdire dans l'usage, dans les conditions, etc. Ça dépend, il faut bien lire tout ça quand vous utilisez ça. Et malheureusement, aujourd'hui, personne ne lit bien ces conditions, et on fait clic et on accepte, et comme c'est gratuit, tout va bien. Et non, donc il vaut mieux payer un peu et se protéger, surtout quand on manipule des données personnelles. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, il y a quand même des problématiques assez importantes, notamment en Europe, légales, au fait de pouvoir envoyer des informations personnelles
à des tiers, notamment donc OpenAI, ça serait un tiers, Microsoft aussi. Et donc, voilà, quand on veut manipuler, typiquement, hein, ça peut être, on veut rédiger un mail. J'ai eu cet exemple récemment où une entreprise voulait, pour améliorer les feedbacks qu'ils font à leurs employés, réécrire le feedback en utilisant ChatGPT pour avoir des messages plus empathiques, voilà, pour correspondre plus au ton qu'on souhaite mettre dans le feedback dans l'entreprise. Et ça veut dire que potentiellement on envoie des informations qui sont des informations personnelles. Et là, comment on le fait avec OpenAI, c'est pas évident. Et quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, quand vous utilisez Google Translate ou DeepL gratuit, sachez que vos données sont exploitables par Google, par DeepL, etc. Donc, il vaut mieux payer pour être protégé. Voilà. Il y a un sujet dont je n'ai pas mentionné sur l'aspect sécurité, mais dans beaucoup d'entreprises, il y a 70% des gens, d'après un sondage de Gartner, qui utilisent ChatGPT dans leur entreprise sans en parler à leur manager. Donc c'est aussi une des difficultés. On appelle ça maintenant le shadow GPT. C'est cette utilisation en interne sans aucun contrôle finalement, sans pouvoir faire appliquer une politique interne. Ça c'est un des éléments. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à se doter d'une politique d'utilisation de ChatGPT ou des outils d'IA générative. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne chose à faire. Mais ensuite, il faut se doter aussi d'outils qui permettent de vérifier que cette politique est bien appliquée et également d'aider en fait à l'application de ces choses, de cette politique. Typiquement, ne pas envoyer de données personnelles. En Europe, ça devrait être dans toutes les politiques de toutes les entreprises, dans l'utilisation de modèles génératifs distants, comme OpenAI. Mais bon, si on doit à la main enlever toutes les informations personnelles dans les données avant de poser la question à ChatGPT, ça va être très laborieux. Donc voilà, il y a à la fois mettre en place une politique et ensuite mettre en place les outils qui nous permettent de l'appliquer de façon productive. Merci. Vos dernières présentations ou propos, en tout cas, m'inspirent aussi une question, si je me place en dirigeant d'une société qui n'est pas spécialisée sur l'informatique. On voit qu'il y a ces questions de protection de données. On voit également la possibilité, l'option d'internaliser quelque part les outils. Mais vous citiez l'exemple d'un cabinet d'avocats, pas forcément son métier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà facilement accès à des prestataires, à des partenaires qui, dans un coût raisonnable encore, pour une TPE, pour une PME, peuvent accompagner à la fois le volet techno, si je veux internaliser la chose, à la fois le volet politique d'accompagnement des salariés, vérification des clauses d'utilisation, etc. Je sais pas, je me tourne vers Colin, mais si... Oui, voilà, et bien sûr, je me place sous le contrôle des autres qui pourront également réagir. Nous, c'est un petit peu ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va accompagner les entreprises pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle au sens large. Et ça va inclure parfois la création d'un cloud pour cette entreprise, donc un cloud privé, généralement sur un des grands providers cloud, type AWS ou GCP, des providers comme ça. Et puis après, il faut déployer une infrastructure qui permet de porter finalement ces modèles de machine learning et de permettre à l'entreprise d'interagir avec ces systèmes. Il y a aussi des entreprises qui ont déjà en interne un service informatique avec des serveurs, des baies. Alors c'est aussi possible de travailler avec ce type d'entreprise, mais typiquement elles sont un petit peu plus grosses ou spécialisées dans l'informatique. D'accord, donc des solutions là aussi, soit de cloud mais sécurisé ou complètement internalisé. Voilà, nous généralement on va travailler plutôt sur le cloud avec des connexions sécurisées avec le système de l'entreprise. Ok. Et peut-être Étienne sur les questions un peu plus de politique d'usage ou d'acceptation ou pas des conditions des IA. Là aussi, un accompagnement possible existe sur le marché aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Du coup, la mission qu'on s'est donnée, c'est vraiment ça. On a vu que dans les entreprises, il y avait des gros gains de productivité qui étaient possibles, mais avec un point de blocage qui était la sécurité. Et donc voilà, nous, on s'est créé justement pour apporter les solutions qui vont permettre de sécuriser l'utilisation des modèles de langage et de l'IA en général dans les entreprises. Très bien. Une autre question aussi qu'on entend assez souvent quand on parle d'IA en général et de ChatGPT en particulier, c'est celle de l'éthique finalement des usages qui sont faits. Là aussi, est-ce qu'il y a vous avez des choses à nous dire? Peut-être je me tourne vers Jérôme. Encore une fois, on peut en parler longtemps aussi. En quelques minutes en tout cas. L'éthique, c'est voilà, vous utilisez. Alors, on peut fabriquer ses propres modèles pour être bien sûr, etc. Mais en partant de zéro, mais on utilise des modèles qui ont été entraînés par d'autres, voilà, à partir de données. Quelles données et quelles autres? Donc, on appelle ça souvent le biais, c'est-à-dire que est-ce que les données, voilà, est-ce que c'est pertinent par rapport à l'ensemble de la population ou l'ensemble des usages? Comme on dit ici, regardez, le panel est légèrement biaisé. On est très peu féminin dans ce panel, donc on peut très bien dire qu'on donne un avis biaisé sur l'intelligence artificielle, etc., parce qu'on n'est pas représentatif de la population. C'est pareil sur l'entraînement, sur les données qu'on va mettre dans un système et comment on va entraîner le système à répondre, à travailler, à s'améliorer. Et si on ne sait pas ça, si on n'a pas cette transparence finalement sur ça, on a un problème de confiance au-delà de la sécurité, et donc évidemment problématique vraiment d'usage généralisé. Hein, si vous utilisez un assistant personnel pour faire vos courses et qu'il a été fait par Amazon, il y a des chances qu'il vous recommande les produits sur lesquels il gagne le plus d'argent. Hein, c'est pas forcément les plus chers, hein, mais là où il a le plus de marge. Donc la confiance, elle est importante. C'est ça le biais finalement. Et donc il faut en être conscient. Pour bien vérifier. Et on voit bien d'ailleurs que ChatGPT peut répondre avec une confiance absolue. On a l'impression qu'il sait la vérité, mais des choses totalement fausses. Enfin, moi, j'ai eu l'expérience. C'est extraordinaire, tellement c'est faux. Hein. Donc, mais comme je savais que c'était faux, ça allait. Mais parfois, on ne sait pas que c'est faux. Et donc, finalement, on croit quelque chose parce que ça paraît évident comme c'est écrit. Voilà, donc voilà, l'éthique, le biais, c'est vraiment un sujet important. Et les acteurs de l'IA sont quand même conscients de ça. Et donc, il y a pas mal de travaux sur comment analyser un modèle d'IA, savoir s'il est biaisé, pas biaisé, etc. Il y a des travaux là-dessus. Voilà. Sur l'aspect de confiance dans un résultat qui a été donné par ChatGPT, j'aime bien l'idée de dire ça a été entraîné sur des données qui viennent du web. Et ce qu'il faut donner comme niveau de confiance, c'est que si vous faites une recherche sur Google et que vous tombez sur une page qui semble être parfaitement écrite pour répondre à cette question, pour autant, vous n'allez pas suivre de façon totalement aveugle ce qui est écrit. On a tous appris que voilà, ce qui est sur Internet, tout le monde peut mettre des choses sur Internet, et que du coup, on n'y accorde pas une fiabilité totale. Et je pense que c'est le bon niveau de confiance qu'il faut avoir dans une réponse donnée par ChatGPT, comme si c'était une personne aléatoire sur Internet qui avait répondu. Voilà. Garder un esprit critique, en tout cas, est visiblement important. Je vais rajouter. Richard, je t'en prie. Ouais, merci. Oui, effectivement, on pose une question à n'importe qui dans la rue. Vous nous écoutez tous les quatre. Vous avez parfaitement le droit de ne pas nous croire. On ne se connaît pas. Voilà, je pose une question à n'importe qui dans la rue. Je prends sa réponse. Pourquoi est-ce que je le croirais plus ou moins que ChatGPT? Alors, il y a les modèles mathématiques s'entraîner, certes, mais là, on parle de confiance et d'éthique dans cette étape-là. Autre point, on a tous fait une copie d'un contenu Internet. Je ne vais pas vous demander qui ne l'a pas fait en levant la main. On ne respecte pas le droit, l'éthique du droit de copie. On est censé demander l'autorisation. C'est la loi. Qu'il y ait le mot copyright ou pas, la personne ou l'entité qui a créé le contenu, elle en est propriétaire. Point. Ça ne se discute pas, c'est la loi. C'est là dans tous les pays, ça. C'est un peu comme le feu rouge.
Monsieur l'agent, il était à peine rouge. C'est exactement la même attitude qu'il faut avoir. Donc il ne faut pas demander plus que la promesse qui est faite. La promesse qui est faite, c'est de faciliter la tâche et dans un certain cas de figure, de pratiquement ne plus rien avoir à faire. Mais il y a ce pratiquement qu'il ne faut pas oublier. Deuxième point sur lequel je voulais intervenir, il y a des éléments sur Internet qui, eux, sont tout à fait publics. Les brevets, les décisions des conseils municipaux, etc., les appels d'offres, des choses de ce genre-là. Et utiliser ce genre de documents qui sont publics, partagés, contrôlés, très important, vérifiés, etc., là, ça peut avoir de la valeur. Alors, je ne sais pas quels sont vos métiers. La seule personne dans la salle dont je connaisse le métier à coup sûr, c'est Madame le maire. Et donc, si elle a un appel d'offres à faire pour une piscine, elle peut très bien se renseigner, aller capter les appels d'offres qui sont publics et demander un outil de type ChatGPT, rédige-moi mon appel d'offres, je vais mettre la piscine à tel endroit avec tel critère. Ça, c'est éthique. Mais parce qu'à la source, on a pris et elle va gagner beaucoup de temps d'ailleurs. Enfin, elle ou son équipe. Intéressant. Voilà. Parce que piscine à argent, il n'y a plus d'eau. Bon, ça ne résout pas le problème de l'eau. Étienne, tu as apporté un complément là-dessus, ou cette question d'éthique, ou on a fait le tour pour vous? Ouais, alors peut-être. Sinon, un autre élément, on a parlé aussi pas mal dans cette table ronde jusqu'à présent des opportunités d'affaires, de business qui existent avec cette intelligence artificielle, des limites aussi qu'il peut y avoir, mais on entend aussi dans les poncifs très fréquemment de dire l'intelligence artificielle, ChatGPT va détruire des emplois, va détruire des métiers, des activités. Là aussi, mythe ou réalité, sans doute un peu des deux, mais est-ce que l'un d'entre vous peut nous en parler un peu? Il y a eu un papier d'OpenAI qui a été repris dans la presse de façon un peu abusive sur le fait qu'il y allait y avoir 80% des métiers qui allaient être affectés. Alors quand on creuse un peu le papier, en fait, on voit que c'est très partiel pour une très grande majorité des métiers, donc des grands gains de productivité, potentiellement 10-20% de productivité, pour certains 50% de productivité en plus. Donc effectivement, ça va avoir des impacts quand même économiques. Bien sûr, il se donne un horizon temporel à quelques années, c'est pas dès maintenant. Mais voilà, pour une grande majorité des cas, en fait, ça va venir en complément d'une personne pour toutes les raisons qu'on a citées. C'est-à-dire que pour l'instant, la fiabilité, elle est encore, elle est bonne, mais elle n'est pas parfaite. Et on va vouloir avoir finalement une personne qui vérifie. Donc voilà, il y a un certain nombre de métiers où on va pouvoir automatiser suffisamment finalement pour que certaines entreprises réinternalisent des choses, typiquement dans le marketing, pour réécrire le contenu d'un site web. On a déjà le contenu, mais par contre on veut le faire coller au site web, à la place qu'on a pour chaque partie. Ça, c'est un métier qui s'appelle le copywriting, aussi pour écrire parfois du contenu, des articles ou des résumés d'autres articles. Voilà, il y a des tâches comme ça qui peuvent être totalement automatisées, alors qu'avant, on serait passé par un freelance. Voilà. Donc ce genre de choses, oui, il peut y avoir une automatisation complète, mais c'est clairement pas le cas général dans l'état de la technologie actuelle. Richard, si vous voulez Oui, sur excusez-moi, je vais abonder un petit peu, je vais changer mon exemple. Le coup de la piscine, c'était pas très cool, mais supposons que Madame le maire, excusez-moi Madame le maire, souhaite, je sais pas, mettre un revêtement de sol qui capte l'eau, un peu plus cool que la piscine. Si elle pose sa question ou son équipe pose sa question sur Google, ça va être long, laborieux et peut-être même qu'elle va rien trouver. L'intelligence artificielle qu'on a mis dans Niwa va nous permettre d'aller chercher ce genre de renseignements, quelle que soit l'origine linguistique dans laquelle il a été mis en point. Supposons que ce soit une ville polonaise qu'il ait testé. Pourquoi pas? Pas plus idiot que nous. Peut-être même dans certains cas de figure un peu plus malin. Pour d'autres, ce sera nous, peu importe. Mais si l'exemple est ailleurs,
et que la personne ne maîtrise pas le polonais, il va falloir qu'elle traduise ces mots, et ça va prendre beaucoup de temps. Là où l'intelligence artificielle et ces systèmes comme ChatGPT vont intervenir, c'est qu'ils vont nous permettre de mâcher le boulot, là où c'est pénible, là où on n'a peut-être pas les compétences, pour s'approcher très rapidement de quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif. Et donc, identifier ce cas d'usage qu'on n'aurait jamais connu, parce qu'il est dans une langue ou dans un domaine cognitif. On parlait de biais tout à l'heure, donc c'est le préjugé qu'on peut avoir sur quelque chose, qui peut être positif ou négatif. Le préjugé, donc le biais négatif, c'est on n'est que des hommes ici. Le préjugé positif, ce serait autre chose, mais dans le cas présent de cet exemple de capter quelque chose qui s'est fait à l'étranger, c'est de profiter de ce biais où on va capter en langue étrangère pour transformer cette faiblesse en force, qu'on ne pourrait pas faire nous-mêmes. Donc pour répondre à ta question, certes, il y a des cas d'usage où on va gagner en productivité et donc passer moins de temps, peut-être même perdre des emplois ou des temps d'heures de travail. D'un autre côté, on va diminuer les choses rébarbatives et ouvrir le champ des possibles sur ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Donc il y a une balance. Bien malin serait celui qui me dira de quel côté ça va tourner. Tout à l'heure, je citais l'exemple de l'imprimerie. On n'a plus, avec tout le respect que je leur dois, on n'a plus de moines pour écrire les livres, depuis Gutenberg. Voilà. Quelqu'un le regrette? Et depuis Internet, on n'a plus d'imprimeurs non plus. Exactement. Il y en a encore. Un petit peu. Voilà. Juste compléter. Ouais, je vous en prie. Je dirais que oui, ça va impacter peut-être tous les métiers. L'électricité a impacté tous les métiers et ce n'était pas le problème. Je pense que le problème, c'est la vitesse d'adaptation de la société. C'est-à-dire, est-ce que la société est capable de s'adapter assez vite à ces changements pour ne pas générer du chômage, etc. On a mis 30 ans peut-être 30 ou 40 ans pour déployer l'électricité. Donc c'était pas, on a eu le temps, une génération finalement, pour adapter des métiers, des emplois, etc. Là, c'est que ça va tellement vite. Tous les 3 mois, on a une nouvelle fonction, on a autre chose. C'est très compliqué, justement, d'un point de vue société, pour s'adapter. Donc le sujet, il est plus là, et d'accompagner et de former les gens à ces nouveaux métiers et à en apprendre d'autres. Puisque oui, si on n'a plus besoin de faire des choses rébarbatives, il faut qu'on fasse autre chose. Et donc c'est là où il faut être agile dans la société. Et je n'ai pas la solution, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Ça rejoint, je pense, un concept qui est très intéressant, c'est le fait qu'on peut avoir, alors on dit en anglais overhang, c'est des capacités techniques qui n'ont pas été intégrées par la société, à la fois techniquement, mais aussi vraiment dans la politique sociale, etc. Et donc il y a beaucoup de débats autour de, finalement, est-ce que on ne devrait pas mettre en pause les développements en IA ou les intégrations, mais il y a un risque en fait à faire ça. C'est pour ça aussi que du coup il y a un choix qui doit être fait, et clairement il y a un gros risque d'être pris par surprise en fait si on laisse finalement les capacités se développer. Pas forcément chez nous, mais dans d'autres entreprises ou dans d'autres pays, il y a le risque de ne pas voir finalement que le monde a déjà changé techniquement, et en fait qu'on ne s'est pas adapté du tout au niveau d'une entreprise, au niveau d'un pays. Donc je pense que c'est assez important justement de suivre de très près ce genre d'évolution technique, parce que oui, ça a une incidence sur un grand pan des grands pans de la société, et voilà, laisser attendre des années, il y a un vrai risque finalement de surprise qui pourrait justement aggraver le fait que déjà ça va très vite. Donc si en plus on attend quelques années avant de prendre le sujet en main, on accentue les risques. On voit déjà en tout cas que l'appétence qu'il y a eu pour la table ronde de cet après-midi, que le public ici est sensible, et du coup pas mal d'habitants dans le secteur. Est-ce que vous souhaitiez encore préciser des choses sur ces questions de métier, ou est-ce que sinon on va pouvoir passer
aux questions de la salle. C'était aussi le but, qu'il y ait un minimum d'interactivité. Il y a Angélique qui va prendre je vous confisque un des micros. Donc on va, comme je disais tout à l'heure, on va alterner. On va prendre peut-être d'abord, s'il y en a évidemment, une question dans l'amphi ici. On le fera également dans la salle d'à côté. Et puis pour les personnes qui sont avec nous en ligne. Alors, la première est toujours peut-être un tout petit peu difficile. Je vois des mains qui se lèvent néanmoins. Je vous remercie. Bonjour. Au tout début, vous avez dit que lorsqu'on posait une question en français, on aurait une réponse en français. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de traduction. ChatGPT ne fera pas de traduction de documentation qu'il aurait en anglais pour pouvoir nous le retransmettre en français? Pour Richard, ouais. Ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est que, en fait, si on reprend l'image de tout à l'heure, quand on va mettre des termes dans une langue, quelle qu'elle soit d'ailleurs, il va aller chercher des environnements dans les termes qui sont connus, à défaut d'avoir un système, c'est ce qu'on porte avec notre solution, d'aller aussi chercher les termes dans les langues natives. C'est pour ça qu'avec Nimo, on va récupérer. Mais néanmoins, le départ est fondamental. Si je mets dans ChatGPT des termes en chinois, il va reconnaître un modèle chinois, il va aller chercher du contenu chinois, il va vous répondre en chinois. En tout cas pour aujourd'hui. Je complète, vous pourrez faire peut-être traduire, mais néanmoins, la base de données sur laquelle il se sera appuyé, ce sera le chinois, c'est ça. Et le danger, c'est la traduction. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais les modèles de traduction sont je te laisse intervenir, c'est ton métier. En fait, il faut dissocier deux choses. Il y a le fait d'aller chercher des documents. Donc là, quand on va chercher des documents, oui, il y a un risque en fonction de la façon dont c'est implémenté techniquement. Et pour OpenAI, on ne sait pas. Il y a un risque, du coup, qu'il ne cherche finalement que des documents dans la langue où on a posé la question. Par contre, pour ce qui est des connaissances qui ont été utilisées pour entraîner le modèle initial, il y a des capacités multilingues qui émergent. Et donc, les connaissances, elles ne sont pas encodées dans un langage, mais elles sont encodées dans une forme qui est neutre et qu'on ne peut pas lire d'ailleurs. C'est des poids dans un réseau de neurones. Voilà, donc c'est pour dissocier les deux. Mais vu que pour avoir vraiment des données récentes dans les modèles, on va devoir finalement aller récupérer des données depuis le web en direct. Là, on a un gros risque à ce niveau-là de ne pas avoir tout. Et donc, il faut voir comment on implémente. Mais il n'y a rien de techniquement infaisable. Aujourd'hui, on peut créer une représentation d'un document qui soit multilingue. Par exemple, ce que montrait Colin, donc un réseau de neurones qui va nous donner finalement une représentation d'un texte. On peut développer des réseaux de neurones qui vont projeter des phrases qui viennent de deux langues différentes au même endroit. Et donc ensuite, quand on va chercher des documents qui sont proches dans cet espace, on va avoir des documents qui vont être dans toutes les langues. Merci. On va prendre une question de la salle d'à côté, peut-être pour donner un petit tournus. Vous m'entendez? Je ne sais pas si ça arrive. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un petit temps de passage du micro dans la salle d'à côté. À moins qu'il n'y ait pas de main qui se lève, auquel cas je demanderai à Audrey de nous le dire. Et puis à ce moment-là, elle peut aussi prendre une question du chat directement. Je crois avoir vu passer quelques questions. Ah voilà, ça marche. Non, c'est juste le micro qui ne marchait pas. Du coup, on va prendre une question ici. Et après, j'ai deux questions aussi au niveau du chat, mais on va faire l'un après l'autre. Bonjour, moi j'ai une question. Est-ce que ChatGPT, quand il formule une réponse, quand il génère une réponse, est-ce qu'il prend en compte les données utilisateurs qu'on a rentrées au départ? Par exemple, si on est français, est-ce qu'il va avoir tendance à nous donner des réponses en français, même si on a posé la question en anglais? Donc il prendrait par exemple des réponses dans des sites internet français, mais nous les traduirait en anglais. C'est un exemple. Et est-ce qu'il prendrait en compte d'autres données qu'on a rentrées, d'autres données utilisateurs? Voilà, merci. Je ne sais pas, Étienne, Richard, Jérôme, qui veut? Étienne. Donc, actuellement, il va essentiellement utiliser ce que vous avez rentré
dans le message. Il n'ajoute pas beaucoup d'informations. Alors, c'est lié à l'interface et la façon dont c'est implémenté dans ChatGPT, l'interface qui propose et pas l'API, donc le service qui donne aux développeurs. Il y a d'autres interfaces qui existent et qui vont permettre de rajouter des types d'informations, notamment, voilà, par exemple, le nom de la personne qui va utiliser ou même le langage dans lequel la personne veut qu'on lui réponde. J'ajouterais juste, alors c'est juste peut-être en termes de précision, vous disiez est-ce qu'il va chercher des documents, etc. ChatGPT n'est pas connecté à Internet. ChatGPT a une base de données finie, fermée, et répond à partir de celle-là. Voilà, ça ne remplace pas Google, etc. Il faut lui rajouter des documents, etc. Donc, il prend ce qu'il a, d'accord, au moment où il a été entraîné, et le modèle, tous les 3 mois, il évolue avec des nouvelles données, etc. Mais voilà, donc c'est important de bien comprendre ça, c'est que c'est pas Google, en fait. Hein, donc, il faut compléter avec des données. Donc, on peut rajouter des données supplémentaires, etc. Voilà, ça c'est juste une petite précision que je voulais rajouter. Je mettrai un bémol sur ça parce que donc ça c'est le cas pour par exemple la version gratuite, mais quand vous utilisez la version payante maintenant, vous pouvez utiliser également des plugins. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, et dans ces plugins il y a justement l'accès au web et donc à des informations courantes. Typiquement, par exemple, pour le droit, j'ai pu essayer ça pour de la famille, on peut vraiment aller récupérer de l'information très récente, même sur des choses qui ont changé depuis 2021, qui est la date où ils ont arrêté la compilation d'informations qu'ils ont utilisées pour entraîner le modèle. Il y a toujours des différences entre la version gratuite et la version payante. Hein. Oui, il y a toujours des différences. Oui. Exactement. Peut-être Audrey, si tu disais qu'il y avait des questions dans le chat, la première d'entre elles. Je me retrouve avec la visio qui est coupée de mon côté, mais je me rappelle de 2 questions, donc je vais me reconnecter. Bon, passons. Du coup, il y avait une question, c'est on parlait des métiers qui se supprimaient, mais ceux qui sont créés du style prompt ingénieur ou autre, quels sont les métiers qui peuvent être créés grâce à cette IA, grâce à ChatGPT qui arrive? Qui veut répondre? Richard ou Colin? Je sais pas. Déjà, il va y avoir tout un pan sur la sécurité. Je pense que j'en ai un peu parlé. Donc oui, on a potentiellement voilà, des modèles qu'on va vouloir faire fonctionner en autonomie. Donc toute une industrie en fait à créer sur ces aspects de sécurité. Et donc ça va créer des emplois dans ce domaine. Oui, effectivement. Il y a un métier dans notre monde qui s'appelle data scientist, l'ingénieur des données, on peut traduire ça comme ça en français. Et on parle d'ailleurs du big data. Moi, je pense que grâce à ces outils, grâce à ce qu'on fait, des différentes solutions qu'on porte ici, et pour faire monter le degré de valeur de la donnée au niveau de la connaissance. Et donc, comme nouveau métier, pour répondre à la question, j'imagine assez volontiers qu'on passe du data scientist à ce que moi j'appelle l'intelligence scientist, donc la personne qui va faire parler, non pas des données entre guillemets de base, quelconques, quelque part, mais des renseignements, des données pertinentes, justement pour ce que je disais tout à l'heure, pour générer une brochure ou une réponse très personnalisée, ou aller effectivement avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif en termes de rendu. Et pour l'avoir, de partir de quelque chose de validé, humainement ou algorithmiquement, j'espère plutôt humainement, en tout cas en partie, pour qu'on passe à un degré supérieur. On a beaucoup de données disponibles. D'ailleurs, on parle dans mon métier de l'infobésité, à la réponse de Google. Posez donc la question à Google ou à ChatGPT. Je ne vais pas poser à ChatGPT, il faudrait la poser d'ailleurs. Quels sont les horaires des lignes de métro à Grenoble? Vous avez des millions de réponses. C'est hallucinant. Il n'y a pas de métro. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de métro à Grenoble. Il y a des millions de réponses. Voilà. Donc, c'est juste pour illustrer la réponse à la question. Voilà. Quand on aura passé et digéré ces évolutions, je pense qu'on va gagner un saut qualitatif en passant de la donnée brute à la connaissance. Pas d'autres éléments de réponse à ce stade. On reprend une question du coup dans notre amphi ici.
Alors, j'ai une question un peu plus pratique. Je me rends compte que ma question, c'est un petit peu comme si je m'adressais à ChatGPT. Est-ce que vous pouvez me sortir 5 exemples d'utilisation concrète de ChatGPT dans un des départements de vos entreprises, à part le service client et peut-être le côté créa, design et contenu de site, etc. Je vous donne un exemple pour être sûr. Je complète mon prompt. J'ai un de mes collègues qui a enregistré une réunion qui n'était pas trop longue. Il a passé cette réunion de l'audio au texte. Il a demandé à ChatGPT de faire une synthèse de ce texte en quelques lignes. Et c'était exceptionnel. On est passé d'une réunion dont personne ne se souvenait à une synthèse que plus jamais personne n'aurait pu écrire. Et ça rend service à ces réunions où tout le monde croit que les autres prennent les notes pour eux. Et finalement, vous savez ce que je parlais, quoi. Voilà, merci. C'est ça. Toutes les personnes qui doivent communiquer dans l'entreprise ou avec l'extérieur peuvent bénéficier des modèles de langage aujourd'hui. Donc ça peut être dans les réunions pour synthétiser, résumer l'information qui s'est donnée. Ça peut être pour rédiger des mails, pour réécrire des mails, pour améliorer le ton, comme je disais, pour le retour qu'on peut faire à notre équipe. Ça peut être mieux de trouver les bons mots et ça peut aider beaucoup. Voilà. On a déjà deux exemples sur les 5 qui ont été demandés. Juste un, c'est les développeurs informatiques. Même si on s'arrête à des choses qui sont assez linéaires et qu'il y a aussi besoin d'un niveau d'abstraction qui n'est pas forcément encore présent pour ChatGPT. Ouais, tout à fait. Sur l'écriture du code lui-même, ouais. Moi, j'ai un exemple. Alors après, nos exemples à nous, ils ne sont pas forcément meilleurs que les vôtres en tant qu'individus parce qu'on n'a pas forcément mis en route ChatGPT dans nos entreprises parce que notre travail, ce n'est pas forcément de gérer des sommes de documents ou des choses comme ça. Je vais donner un exemple personnel. On a créé notre vitrine sur Welcome to the Jungle dans mon entreprise. Et puis, je devais être interviewé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coller toutes les informations que j'avais sur mon entreprise qui venaient de la page LinkedIn ou d'autres documents où on se présente. J'ai mis ça dans le prompt. Et après, j'ai commencé à expliquer ce que j'allais faire. Donc, je vais faire une interview pour Welcome to the Jungle. Sur quel point dois-je insister? Donc, j'ai eu plusieurs idées comme ça. Ah oui, effectivement, il faut que j'insiste là-dessus. Je n'y avais pas pensé. Et puis, ainsi de suite. Et il me demande une citation pour mettre à côté de ma petite vidéo là, sur le net. Écris-moi 5 exemples de citations. Et effectivement, on gagne énormément de temps sur des choses comme ça. La traduction, plutôt la vérification de la traduction aussi, c'est des choses que moi j'utilise personnellement beaucoup. Par exemple, si j'écris quelque chose en anglais, bon, j'écris pas mal anglais, mais je suis quand même français à la base, donc je vais dire reformule ça de manière un petit peu plus élégante, et puis souvent il va me corriger des petites choses qu'il n'avait pas. Ouais, 4,5, Richard va nous... Ah, service financier, on va faire un petit effort. Je suis directeur administratif et financier. Mon patron me dit, tiens, il y a ce client-là qui m'intéresse et j'aimerais bien le racheter. Sors-moi un mémo sur ce client. Oui, par le prompt. Hein, on va les donner à ChatGPT. Mais... Excusez-moi, si vous pouvez juste peut-être prendre un micro, qu'on vous entende dans la visio, la salle d'à côté, s'il vous plaît. Pardon, répétez. Comment on fait alors? Parce que c'est que du texte dans le chat GPT. Comment vous disiez, juste je reprends le début de votre question, je me permets de savoir comment on met de la donnée d'origine d'Excel dans le chat GPT. Ouais. Tu mets le fichier Excel, j'imagine, hein, tout simplement. Attends, je vais juste répondre à la question par rapport au DAF. Donc voilà, ça va me prendre un certain nombre de temps pour récupérer les données sur Internet, etc. Exemple d'application, le ChatGPT, je dis voilà, j'ai telle cible, on veut l'acheter, explique-moi les pour et les contre pour lesquels je veux l'acheter, par exemple. Et peut-être juste sur la question pratico-pratique de madame, sur comment on met de la data Excel dans le système, dans le prompt. Du coup, oui, alors sur la version payante, maintenant vous avez accès à des plugins, et notamment un plugin qui s'appelle Code Interpreter. Et quand vous utilisez ce plugin, vous pouvez mettre des documents, notamment des fichiers Excel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que derrière,
le modèle de langage, vraiment le cœur algorithmique du système, lui, il ne traite que du texte. Mais du coup, ce document Excel, il va être transformé sous une version textuelle. Et on peut le faire à la main. On pourrait, en utilisant la version précédente, le faire à la main, exporter en CSV, qui est un format texte, et le donner comme ça, où on peut justement utiliser les fonctionnalités. Et on peut également, si on utilise le service fait pour les développeurs, on peut l'automatiser ça. Donc notamment, il y a des outils open source qui permettent de faciliter ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de choses où, voilà, dans nos entreprises, on peut faire ce type de choses. C'est même nécessaire, notamment pour des choses financières. Avec le plugin Code Interpreter, il y a une fonctionnalité qui peut être très, très puissante, c'est le fait de générer des graphes, voire même de générer à partir du fichier Excel, de pouvoir générer les questions qui seraient pertinentes de poser, comme un analyste pourrait faire. Et ensuite, pour chacune de ces questions, de transformer ça en un code qui va être exécuté et qui va générer un graphe. Donc ça, c'est vraiment, là je parle vraiment des fonctionnalités, des dernières fonctionnalités qui sont encore avec des problématiques de fiabilité. Et en plus, il faut donner du coup ces données brutes à OpenAI. Mais voilà, il faut savoir que c'est des choses, tout ce qui va être faciliter l'analyse de données par des gens qui ne savent pas coder, il va y avoir des gros impacts aussi sur le domaine financier. Oui, je voulais mentionner le coût du CSV. En fait, on peut lui donner n'importe quel format et il va le comprendre. Donc, que ce soit du CSV ou autre, on peut lui donner des données tabulaires, n'importe, ça va marcher. On peut utiliser à partir de ces données, donc tu parlais de faire des graphes, on peut lui demander d'écrire des rapports. Donc il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, hein. Elles prennent des données et elles doivent écrire des rapports automatiquement pour leurs clients. Et puis là, voilà, on va avoir quelque chose qui va dire, bon, tel stock a augmenté sur le deuxième trimestre de 10%, tandis que les autres... voilà, ce genre de choses peut être pondu automatiquement par ChatGPT, sur la base de données initialement données. Merci. Et juste, j'en profite, j'ai une autre question par rapport au service client. Je crois que c'est vous qui en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous avez des noms de plugins qu'on pourrait installer sur notre site internet pour justement rentrer les prompts des données de l'entreprise pour après générer les réponses automatiquement aux clients? C'est-à-dire, parce que moi, par exemple, j'ai une entreprise, j'ai un site internet et j'ai quelqu'un qui répond aux questions des utilisateurs. J'ai un petit plugin sur mon site qui dit poser nouveau, voilà. Et ça pourrait être automatisé, typiquement. Donc, oui, tout à fait, ça peut. Et donc, comment je fais, par quelle entreprise je passe Vous venez nous voir, par exemple. Oui, nous, c'est ce qu'on fait, entre autres, mais pas forcément. Enfin, faut faire moi, je dis toujours attention à l'automatisation à outrance. Par contre, automatiser, donner accès à des informations de type FAQ, etc., qui ne sont pas personnalisées, c'est déjà une première étape d'automatisation. On a beaucoup d'entreprises qui préfèrent garder quand même la relation avec leurs clients plutôt que de ne plus les voir. Et donc, c'est plutôt faciliter la tâche de ceux qui vont répondre pour qu'ils soient plus efficaces que de perdre le contact total avec les clients. Mais ça, c'est votre choix quelque part. Mais nous, ce qu'on voit dans nos clients, c'est quand même globalement la stratégie. Le côté chatbot tout automatisé, c'est un peu passé de mode, entre guillemets, parce qu'il y a ce lien qu'on veut garder. Par contre, automatiser ce qui peut l'être et garder la main quand il faut, voilà, ça c'est très important. Je propose qu'on repasse peut-être la parole à la salle d'à côté, si Audrey a d'autres questions qui interviennent. Il y avait une question sur justement, alors c'est au niveau du chat, on parle d'entreprise, mais si on est une personne lambda, comment on peut faire aussi pour protéger les siens, pour éviter qu'ils tombent sur des informations qui ne sont pas forcément prévues pour des enfants qui pourraient questionner ChatGPT et au final, on n'a pas forcément envie d'avoir toutes les réponses qui sont affichées. Sort du domaine pro, mais je vois qu'Étienne a peut-être des éléments de réponse. Alors, donc ça, c'est une des choses que fait OpenAI. C'est pas parfait, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord entraîné un modèle de langage donc, qui est uniquement entraîné à
à prédire le mot suivant. Ensuite, ce modèle qui a des capacités assez importantes, notamment on peut lui demander, lui poser des questions de type comment faire une bombe, ce genre de choses. Donc en fait, il n'a pas du tout de notion de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, voilà, d'éthique. Et donc ensuite, OpenAI, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un deuxième entraînement. Cette fois-ci, cet entraînement, son but, c'est l'alignement du modèle et de son comportement avec les valeurs que OpenAI veut lui faire faire. Alors, ça a un des problèmes, c'est que c'est les valeurs des Américains, et puis c'est aussi une problématique où on ne va pas différencier. C'est un entraînement qui coûte quand même assez cher, et donc aujourd'hui, ça ne différencie pas les adultes des enfants. Mais il s'est quand même entraîné pour, comment dire, alors plutôt beaucoup de limitations plutôt que trop peu. Et donc OpenAI font ça, et d'autres en fait vont tous avoir une méthode pour faire ce genre de choses. Merci. C'est la première question. Peut-être encore je me permets dans l'amphi à côté, dans un premier temps. S'il y a d'autres questions, Audrey, on ne voit pas forcément toute la salle. Oui, alors il y a une question d'Isabelle. Est-ce que je peux entraîner ChatGPT avec mes questions? C'est-à-dire, par exemple, si je pose beaucoup de questions qui ouvrent des possibles sur des solutions frugales pour l'économie, innovation frugale, est-ce qu'à terme, ChatGPT deviendra plus frugal, ou est-ce que l'entraînement se fait uniquement en interne par OpenAI sur chaque version? Il y a encore Étienne, Jérôme, comme vous voulez. C'est l'aspect dont on parlait tout à l'heure sur le fait de lui donner l'accès à des documents qu'il va pouvoir utiliser finalement comme source supplémentaire par rapport aux données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Je vais laisser Colin en parler un peu plus. Alors, il y a une autre possibilité qui s'appelle le fine-tuning, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ces gros modèles de langage. Finalement, ils ont compris la structure du langage, et donc il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin de leur montrer. Par contre, on peut leur expliquer ce qu'il faudrait qu'ils répondent quand je pose telle question. Donc je pose une question et je lui dis, bah là, tu le vois, il faut que tu répondes ça. Je pose une autre question, je lui dis, là, il faut que tu répondes ça. Et en fait, en donnant ces exemples-là, on peut finalement adapter le modèle à son propre usage ou à celui de son entreprise. Et ce qui est bien avec ces gros modèles de langage, c'est que vu qu'ils ont déjà plein de paramètres, qui sont déjà bien entraînés sur plein de textes, on n'a plus besoin de leur donner que quelques exemples. Peut-être vous avez besoin de mettre 200 questions avec 200 réponses, et puis vous allez déjà avoir quelque chose qui est très amélioré par rapport au modèle de base. Parfois, c'est juste quelques exemples que vous pouvez même mettre dans le prompt. Voilà. Entendu. On revient peut-être ici, je crois qu'il y avait... Juste sur ça. Même ce qui, je vous invite à essayer de lui dire vraiment le rôle. Si vous voyez une personne, un titre finalement d'un poste qui pourrait avoir justement des compétences particulières, c'est bien de préfacer finalement votre question par ce genre de choses. Agit comme un spécialiste du droit français, si vous voulez ensuite poser une question sur le droit français. Ça, c'est des choses qui peuvent, donc, dans le prompt engineering, ça c'est une des premières choses à faire, et notamment, par exemple, pour le fait de le faire répondre de façon un peu plus, orientée vers la frugalité. Ça, c'est des choses. Première chose que j'essaierai, c'est ça. Trouver une description d'une personne finalement qui pourrait avoir cette inclination-là. Encore une précision, ouais. Oui, encore une précision au sujet de la frugalité. C'est vrai qu'on peut se dire quelle débauche d'énergie finalement d'aller entraîner ces gros modèles de langage, mais c'est pareil pour l'image. En fait, j'ai tendance à
Pas forcément. Par exemple, GPT-3, à l'époque, j'avais fait le calcul. Il fallait occuper une tranche de centrale nucléaire pendant genre 15 minutes complètement pour pouvoir entraîner le modèle. Donc c'est à peu près la quantité d'énergie nécessaire pour faire l'entraînement. Donc on peut se dire, ouais, c'est quand même beaucoup, une tranche de centrale nucléaire pendant 15 minutes. Mais après, ce truc-là, on n'a plus besoin de l'entraîner quasiment et tout le monde peut l'utiliser sans avoir besoin de le réentraîner. Donc on a gagné beaucoup en mutualisation de ces modèles de machine learning. Pareil pour l'image, on utilise des réseaux de neurones qui sont capables de voir des images et on va les adapter à détecter des anomalies sur des pièces métalliques, par exemple. Et en fait, pour faire ça, on a besoin de faire juste un tout petit réentraînement par-dessus le réseau de neurones initial qui, lui, sait déjà voir des images. Donc, c'est pas tout blanc, tout noir, la consommation d'énergie de ces gros modèles de machine learning. Okay. Je propose qu'on vienne à la question dans l'amphithéâtre de monsieur. Alors, c'était pas ma question. C'était pas ma question initiale, mais ce que vous venez de dire suggère une autre question, c'est à terme, quel est le risque, si on se projette dans 6 mois, 1 an, 2 ans, que le contenu généré par ChatGPT influence sa propre manière de générer les réponses? Alors moi, je pense que c'est peut-être ce qui me fait le plus peur. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on va se noyer dans du contenu qui est autogénéré par ChatGPT et que le vrai contenu qui est apporté par l'humain et qui pourrait apporter une nouveauté va se retrouver complètement écrasé par le reste. Et ça, pour la génération de texte, pour la création d'œuvres artistiques, moi je pense que c'est un risque majeur. Enfin, après, je sais pas ce que vous en pensez. D'autres actions, des 3 autres panélistes. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça n'invente rien. On est d'accord, c'est un modèle mathématique. C'est des calculs prédictifs. N'importe qui a un ordinateur avec les mêmes formules va avoir le même résultat. Ça n'invente rien. Le génie humain restera. Pourquoi est-ce qu'on admire tel musicien, tel peintre, tel footballeur? Parce qu'il a inventé, il a fait quelque chose qui dépasse ce qu'on pouvait imaginer avant. Le risque, c'est le biais, c'est qu'effectivement, on s'enferme dans une spirale et qu'on reste dedans. L'invention pure, mon point de vue, ça peut ne pas être partagé, mais le bon point de vue, c'est que l'invention pure, ex nihilo, c'est pas fait pour ça. C'est prédictif, c'est des maths. Il n'y a pas de génie là-dedans. 1 + 1 = 2. Ok, maintenant, alors, pardon. Oui, moi, j'ai pas forcément le même. Je pense qu'il y a vraiment des capacités d'invention qui viennent beaucoup justement de l'aléatoire. Et d'un élément, c'est qu'il y a de la sélection. C'est-à-dire que les personnes, elles ne vont pas publier sur Internet toutes les réponses qui ont été données par ChatGPT ou par un modèle équivalent. Et donc, cet élément, ça peut faire justement qu'on ait finalement beaucoup de données qui finalement ont été quand même filtrées par des humains. Bien sûr, il y a des risques qu'on soit noyé quand même sur de la désinformation, ce genre de choses. Et du coup, si vous voyez, assez souvent, ChatGPT va vous dire « j'ai été entraîné sur des données de 2021 ». Alors ça, il y a un intérêt pratique. On ne réentraîne pas quotidiennement parce que c'est quand même cher, mais il y a aussi un autre intérêt, c'est que du coup ils savent qu'il n'y a pas d'informations sur ChatGPT puisque ça n'était pas proposé. Et donc oui, très probablement les données qui précèdent l'entraînement initial de ChatGPT resteront des données particulières. Dans le domaine scientifique, on utilise parfois des extraits, des matériaux qui datent d'avant les premières explosions de bombes nucléaires, parce qu'elles ont changé ces bombes nucléaires, elles ont changé la présence ou non de certains isotopes. Et du coup, oui, probablement que le référentiel pour le texte resteront des données qui ont été faits avant qu'on ait des modèles capables de générer du texte. Et ça variera, en fait. C'est pas le cas pour les vidéos. Donc les vidéos, on n'est pas capable de générer une vidéo qu'on ne peut pas distinguer d'une vraie vidéo pour l'instant. Ça bouge, mais pour l'instant, on en est encore là. Et donc du coup, peut-être que, pareil, on aura une date qui définira, en fait,
un moment dans le temps où on sait que ces données, c'est des données naturelles, entre guillemets. Et après, il y aura tout un élément aussi de certification, vraisemblablement, des personnes qui signent et qui disent ça, c'est une donnée voilà, d'un humain ou comment dire, pour les images, il y a des travaux sur les caméras qui a pu signer finalement de façon unique l'image pour garantir son authenticité. Voilà, tout ça, c'est des travaux au niveau de la sécurité qui existent, des gens qui cherchent à pouvoir vraiment distinguer du texte ou de l'image. Aujourd'hui, sur le texte, c'est quand même très difficile. Voilà, c'est des travaux qui sont en cours. Merci. On a peut-être encore le temps d'une dernière question, je pense. Je me tourne à nouveau vers Audrey. Alors, soit dans l'amphi, soit dans le chat. Bonjour. Ils m'entendent ? Oui. Oui, très bien. J'avais en fait une réflexion complètement ludique dans le domaine, à propos de ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il ne serait pas possible juste d'expliquer à l'OpenAI ou à Chat de dire que les documents qui sont générés par eux arrivent dans une banque de données qui n'est ensuite pas remise en jeu ? Et puis, du coup, on n'est pas noyé dans les documents. Mais bon. Et puis, j'avais une autre question qui était la mienne du départ. Mais allez-y, s'il y a une réponse à ça. Du coup, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de méthode qui soit bonne à 100% pour différencier du texte qui a été généré par un modèle de langage du texte qui a été écrit par quelqu'un. Est-ce qu'on peut, je me permets, est-ce qu'on ne peut pas l'imposer peut-être aux IA qui existent aujourd'hui légalement ? Si tu génères ça devient X et puis terminé. De d'estampiller quelque part le livrable de l'IA en disant il y a un poinçon, une pastille numérique. C'est ça, c'est des choses que les gens essayent de faire. À la fois les algorithmes qui peuvent dire bon, ça c'est un texte qui vient d'une IA, le prédire, et également pouvoir mettre une sorte de traçabilité, mais c'est vraiment pas facile techniquement, et notamment le fait que le texte est assez spécifique, puisqu'on peut difficilement le marquer de façon qui soit impossible à enlever finalement. Colin, si vous voulez compléter. Oui, c'est-à-dire parce qu'on pourrait mettre un texte avant, genre made by ChatGPT ou un truc comme ça, mais l'utilisateur il peut l'enlever. Donc il faut vraiment, si on veut estampiller du texte, il va falloir aller travailler sur les lettres du texte au fur et à mesure du texte. Par exemple, on pourrait se dire, tiens, si j'ai un E toutes les 12 lettres, c'est fait par ChatGPT. Ça pourrait être un algorithme de tagging, mais il va y avoir après des gens qui vont le trouver et il va falloir le modifier. Donc il faut une sorte d'algorithme mathématique compliqué qui puisse être transcrit dans chaque texte qu'on écrit avec ChatGPT. Donc c'est vraiment, je pense qu'il doit y avoir des mathématiciens qui sont en train de jouer avec ça, mais trop compliqué pour moi, pauvre physicien. C'est ça, c'est clairement pas trivial, et du coup c'est le sujet de recherche. Recherche pure, mais en tout cas rien pas d'applicatif pour l'instant, si je comprends bien. On est un peu meilleur sur les images. C'est bien de savoir que c'est en cours. Et ma question d'origine, en fait, c'était dans le domaine de l'éducation, que ce soit l'enseignant, le chercheur, le doctorant, etc. Comment est-ce qu'on peut appliquer cette utilisation dans une utilisation éthique et responsable ? Alors moi, je vais donner une des utilisations que j'ai faites assez souvent, de résumer des papiers scientifiques. Ça, c'est très, très intéressant. Et également, une des choses que vous pouvez demander, c'est de prendre un texte scientifique et de demander de l'expliquer à un enfant de 5 ans, par exemple. Et c'est très puissant, et notamment... Alors, faut pas le prendre ensuite, rappelez-vous ce que je dis, c'est comme si c'était un texte que vous avez trouvé sur Internet. C'est pas forcément vrai. Mais par contre, ça donne des idées. Et donc moi, j'utilise assez souvent ça pour essayer de voir comment je pourrais trouver une tournure qui parle à plus de monde. D'accord. Et on va conclure à manquer un mot de la fin peut-être, mais on va arriver au bout de la table ronde. Si, je sais pas, l'un d'entre vous souhaite encore
dire un petit mot? Ou si- On est encore là demain matin. Bah, écoutez, je vous propose, merci beaucoup déjà, messieurs, et si vous pouvez applaudir nos panélistes. Parfaitement joué le jeu. Alors, je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous, s'il y a des questions, si vous avez encore quelques minutes à l'issue de la table ronde, mais bon, je pense qu'il y a aussi des impératifs dans pas mal d'endroits. Peut-être si Audrey, tu souhaitais faire un tout petit mot de conclusion, toi qui as été à l'organisation, Audrey Lecomte, qui était à l'organisation de cet événement. Oui. Oui, vous m'entendez? On t'entend, Audrey. Bah, merci à tous d'être venus. Merci aux 4 intervenants aussi qui sont venus. Pour ceux qui sont dans ma salle, ils sont à côté, hein, donc vous pouvez leur poser des questions après. Voilà, en tout cas, merci d'être tous venus. On espère que ça vous a apporté des choses intéressantes. Et puis, merci à Noël et Angélique, à la régie. Enfin, merci à tout le monde parce que tout seul, on n'y arrive pas. Donc, on y arrive tous ensemble. Donc, voilà. En espérant que ça vous a plu. Voilà, merci.